Mon mari m'a supplié de ne pas venir à sa remise de diplôme de la faculté de droit. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a ricané, je ne veux pas que les gens sachent que tu ne es qu'une serveuse. Froidement, il a dit, je dirai que tu es morte. Ne me contacte plus jamais. Je suis parti en pleurant. Des années plus tard, le jour de son mariage, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner sa mère, sa fiancée, tout le monde demandait. Ce qui s'était passé? Mon mari m'a supplié de ne pas venir à sa remise de diplôme de droit. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a ricané. Je ne veux pas que les gens sachent que tu n'es qu'une serveuse. Froidement, il a dit. Je dirai que tu es morte. Ne me contacte plus jamais. Je suis parti en pleurant. Des années plus tard, le jour de son mariage, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sa mère, sa fiancée, tout le monde demandait, que s'est-il passé? Ne viens pas à ma remise de diplôme. Je ne veux pas que les gens sachent que tu n'es qu'une serveuse. Samuel m'a annoncé cette nouvelle 2 semaines avant la cérémonie, une cérémonie à laquelle je prévoyais d'assister depuis des mois. J'avais déjà posé un jour de congé au Riverside dîner. J'avais déjà choisi la plus belle robe que je possédais, une simple robe bleu marine que j'avais achetée d'occasion, mais que j'avais fait nettoyer à sec pour l'occasion. Je m'étais déjà imaginé assise dans ce public, regardant mon mari traverser la scène pour recevoir le diplôme de droit que j'avais aidé à payer, avec l'argent des pourboires et des services supplémentaires qui, bien souvent, laissaient mes pieds en sang. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici, pour être témoin d'histoire sur la résilience et la reconquête de sa propre valeur. Si vous croyez que le travail honnête mérite le respect, quel que soit le titre, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous aide à partager plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Mais il ne voulait pas de moi là-bas. Non pas parce qu'il y avait des places limitées, non pas à cause de conflits d'horaires, mais parce que j'étais, juste une serveuse, et que cela le gênait devant ses camarades de classe, dont les familles étaient des avocats, des juges, et des gens qui comptaient. Juste une serveuse, ai-je répété, sentant le poison dans ses mots. C'est tout ce que je suis pour toi, maintenant? Il a finalement levé les yeux de son téléphone, et son expression ne contenait aucune chaleur, aucune reconnaissance des 3 années que nous avions passées mariés, ou des 6 années que j'avais passées à soutenir ses rêves, tandis que les miens restaient enfermés dans une boîte sous notre lit. Allez, sois réaliste. Tout le monde là-bas viendra de familles riches et prestigieuses. Je ne peux pas leur permettre de te rencontrer, et de se demander pourquoi j'ai épousé quelqu'un qui sert des pancakes pour gagner sa vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'avais été effacé bien avant qu'il ne prononce ces mots à voix haute. Mais laissez-moi vous ramener là où cette histoire commence vraiment. À l'endroit où j'ai passé la plupart de mes heures éveillées pendant 6 ans. À la vie que je pensais avoir un sens, avant que Samuel ne la réduise à une honte qu'il devait cacher. Le Riverside dîner se trouve à l'angle de la 5e et de Morrison. Le genre d'endroit qui sent en permanence la graisse de bacon et le café qui est resté trop longtemps sur la plaque chauffante. Les banquettes en vinyle sont fissurées et rapiécées avec du ruban adhésif de 3 couleurs différentes. Le jukebox dans le coin ne joue que des chansons des années 70, coincées dans une boucle sans fin des Eagles et de Fleetwood Mac, ce qui rend certains clients fous et en apaise d'autres par la nostalgie. Les carreaux du sol sont ébréchés par endroits, là où des décennies de passage les ont usés jusqu'au béton. Les néons clignotent quand il pleut, ce qui, dans notre ville, signifie qu'il clignote environ 200 jours par an. Pendant 6 ans, ce dîner était mon royaume. Je connaissais chaque centimètre de cet endroit, chaque bizarrerie, chaque dysfonctionnement et chaque petite grâce. Je savais quelle banquette avait la table bancale qui nécessitait une serviette pliée sous le pied gauche. Je savais quelle cafetière versait plus vite, et laquelle fuyait si on l'inclinait mal. Je savais que la machine à glaçons faisait un bruit de grincement pendant exactement 3 secondes avant de distribuer, et que la porte de la cuisine grinçait, sauf si on la poussait juste sous le bon angle. Plus que ça, je connaissais les gens. Je connaissais chaque client régulier par cœur. Je connaissais leurs commandes avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, je connaissais leurs habitudes, leurs manies et leurs petits détails humains. Le professeur Andry venait chaque matin à 7h15 et commandait un café noir, de sucre, pas de crème. Il laissait toujours exactement $2 sur la table, plié en deux comme une petite tente, et il s'asseyait toujours à la 3e banquette depuis la porte, là où la lumière du matin entrait par la fenêtre à un angle qui lui permettait de lire son journal sans reflet. Les étudiants en droit de l'université voisine traitaient le Riverside comme leur 2e bureau. Ils campaient dans les banquettes du fond pendant des heures,
sirotant une seule tasse de café, tandis que leurs manuels et leurs ordinateurs portables s'étalaient sur les tables, comme de petits empires revendiquant leur territoire. Ils débattaient de droit constitutionnel et de procédure pénale d'une voix qui devenait de plus en plus forte à mesure que la caféine faisait effet, gesticulant avec des surligneurs et des stylos, restant parfois si tard que je devais nettoyer autour d'eux pendant la fermeture. Je me déplaçais au milieu de leur conversation comme un fantôme, remplissant les verres d'eau et débarrassant les assiettes, pendant qu'ils parlaient de réforme de la responsabilité civile, de mémoire d'appel et de stages d'été dans des cabinets prestigieux. Ils ne levaient jamais les yeux quand j'approchais de leur table. Ils n'interrompaient jamais leur discussion pour dire merci. Ils n'ont jamais appris mon nom, même si je portais un badge nominatif épinglé à mon uniforme à chaque service. Pour eux, je faisais partie des meubles, aussi permanentes et invisibles que les tables en formica ébréchées et les lumières vacillantes au-dessus de nos têtes. Mes collègues sont devenus ma famille, d'une manière qui m'a surprise. Maria travaillait le service du matin depuis 8 ans, et elle possédait cette capacité étrange à cerner les clients dès qu'ils franchissaient la porte. Elle pouvait dire qu'il laisserait un bon pourboire, et qu'il la ferait courir pour quelques centimes. Elle pouvait repérer les problèmes avant qu'ils ne commencent, le client qui se plaindrait de tout, ou celui qui essaierait de partir sans payer. Elle m'a appris à gérer les situations difficiles avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, et avec des mots qui semblaient agréables, mais qui portaient des avertissements sous-jacents. Devon faisait la plonge les week-ends tout en finançant ses études au Community College. Il étudiait la gestion d'entreprise, suivant des cours 3 soirs par semaine après la fin de ses services. Il avait cette philosophie sur le travail qu'il partageait en récurant les casseroles à l'arrière, les mains rouges à cause de l'eau chaude et du savon industriel. Il disait, chaque travail t'apprend quelque chose de précieux si tu y prêtes attention. Et faire la plonge, ça enseigne la patience, et la satisfaction de transformer le chaos en ordre. Il disait que les gens qui méprisaient les métiers de service étaient ceux qui ne les avaient jamais faits, qui n'avaient aucune idée de la compétence et de l'endurance que cela exigeait. Puis il y avait le vieux Joe, qui cuisinait au Riverside depuis 30 ans. Il arrivait chaque matin à 5 heures pour préparer le coup de feu du petit déjeuner, et il restait jusqu'à ce que les commandes du dîner cessent d'arriver. Il parlait rarement, communiquant principalement par grognement et hochement de tête, mais il remarquait tout. Quand j'arrivais avec les yeux rouges, ou en me déplaçant plus lentement que d'habitude, il me glissait une part de tarte supplémentaire sur le comptoir pendant ma pause. Pas de mots, pas de questions, juste cette compréhension que, parfois, la gentillesse se présente sous la forme d'une tarte à la banane et de silence. Ce travail m'épuisait d'une manière qui allait au-delà de la fatigue physique. Mes pieds me faisaient mal chaque soir, une douleur profonde que même des bains de pieds au sel d'Epsom ne pouvaient entièrement soulager. J'ai développé des callosités sur les talons, et des marques permanentes sur les épaules à force de porter des plateaux lourds, chargés d'assiettes et de cafetières. Mes mains sentaient le café même après que je les ai frottés jusqu'à ce que la peau devienne rose et à vif. J'ai appris à sourire face à la grossièreté et à la condescendance, à ravaler ma colère quand les clients claquaient des doigts pour m'appeler ou me traitaient de « ma jolie », avec des voix qui faisaient de ce mot une insulte. Mais il y avait une dignité dans ce travail, que j'ai fini par comprendre avec le temps. Une valeur que le monde extérieur refusait de reconnaître, car il mesurait le mérite en diplômes universitaires et en tranches de salaire, plutôt qu'en fiabilité et en effort honnête. Je me présentais à chaque service à l'heure. Je travaillais les jours fériés et les week-ends sans me plaindre. J'ai appris chaque aspect du travail jusqu'à ce que je puisse gérer toute la salle seule si nécessaire. J'étais fier de bien faire mon travail, de m'assurer que les tasses de café restaient pleines, que les commandes sortaient correctement, et que les clients repartaient satisfaits, même s'ils ne prenaient jamais la peine d'apprendre mon nom. J'ai rencontré Samuel Thornton il y a 3 ans, dans ce même dîner. Il est arrivé tard un mardi soir pendant la semaine des examens, l'air épuisé et fauché. Il s'est assis à la banquette du fond avec une pile de manuels de droit, et a compté sa monnaie pour voir s'il pouvait se permettre à la fois un café et de la nourriture. Je l'ai observé séparer les pièces de 25 cents des pièces de 10 cents, les épaules voûtées par cette tension particulière de quelqu'un qui fait un calcul qu'il ne veut pas terminer. Je lui ai apporté un café et un sandwich au fromage grillé. Et quand il a essayé de payer, je lui ai dit que c'était une erreur de commande, qui finirait à la poubelle si personne ne la mangeait. C'était un mensonge. J'ai payé le sandwich moi-même avec l'argent de mes pourboires. Mais quelque chose en lui, à ce moment-là, m'a rappelé mon jeune frère qui avait eu du mal au Community College, et je ne pouvais pas supporter de voir quelqu'un n'avoir faim en étudiant. Samuel m'a regardé avec une gratitude qui semblait sincère, et nous avons commencé à parler. Il m'a parlé de la faculté de droit, de la pression,
de la compétition et de la peur constante de ne pas être assez intelligent, ou de ne pas avoir assez de relations pour réussir dans un domaine dominé par des gens issus de familles riches. Je lui ai parlé du travail au dîner, de l'étrange satisfaction de rendre la journée de quelqu'un légèrement meilleure avec un bon repas et un service amical. Nous avons parlé jusqu'à la fin de mon service, puis il m'a raccompagné à l'arrêt de bus, même si ce n'était pas sur son chemin. Nous avons commencé à sortir ensemble en moins d'un mois. Il venait au dîner pendant mes pauses, et nous nous asseyions à la banquette du fond, buvant du café et parlant de tout et de rien. Il me faisait rire avec des histoires sur ses professeurs excentriques et ses camarades de classe compétitifs. Je lui donnais l'impression d'être ancré, disait-il, comme s'il y avait une vie en dehors de la cocotte minute de la fac de droit. En moins de 6 mois, nous nous sommes mariés au palais de justice, avec Maria et Devon comme témoins. Nous ne pouvions pas nous permettre un vrai mariage, ni même un bon dîner après, mais cela n'avait pas d'importance, car nous étions jeunes, amoureux, et convaincus que nos sentiments pouvaient surmonter n'importe quel obstacle pratique. Ces premiers mois de mariage ressemblaient à un véritable partenariat. Nous vivions dans un appartement exigu au-dessus d'une laverie, le genre d'endroit où l'on pouvait entendre chaque conversation à travers les murs fins, et sentir tout ce que nos voisins cuisinaient pour le dîner. Nos meubles venaient de friperies et d'objets trouvés sur le trottoir. Notre vaisselle était dépareillée. Notre cadre de lit tenait avec du ruban adhésif et de l'optimisme, mais c'était à nous, et nous le construisions ensemble. Samuel restait debout tard pour étudier pendant que je faisais tremper mes pieds endoloris après des services doubles. Nous nous endormions enlacés sur notre canapé d'occasion, trop fatigués pour aller jusqu'à la chambre. Nous murmurions à propos de l'avenir que nous construirions une fois qu'il serait diplômé et qu'il commencerait sa carrière. Il parlait d'ouvrir son propre cabinet un jour, de défendre les gens qui ne pouvaient pas se payer des avocats chers, d'utiliser son éducation pour aider les gens plutôt que pour simplement accumuler des richesses. Je le croyais, parce que je voulais croire que nous partagions les mêmes valeurs, que nous comprenions tous les deux ce que signifiait travailler dur pour quelque chose de significatif. Je l'ai soutenu de toutes les manières que je connaissais. Lorsque ses prêts étudiants ont été retardés et que le loyer est arrivé à échéance, je l'ai couvert avec l'argent des pourboires que j'avais économisés pour de nouvelles chaussures de travail. J'ai porté mes vieilles chaussures pendant encore 6 mois, même si les semelles étaient usées et que mes chaussettes étaient mouillées quand il pleuvait. Quand Samuel avait besoin de manuels coûteux et de matériel de préparation au barreau, je prenais des services supplémentaires et je me suis passé de nouveaux vêtements pendant plus d'1 an. Mon manteau d'hiver avait une fermeture éclair cassée, mais son matériel d'étude arrivait à temps. Quand il était stressé par les examens, je m'assurais que l'appartement restait calme. Je travaillais le soir pour qu'il puisse étudier pendant la journée sans interruption. J'achetais ses plats préférés même quand l'argent était serré, car je pensais que les petits conforts comptaient dans les moments difficiles. Je croyais que j'investissais dans notre avenir commun, que son succès serait notre succès, parce que nous étions une équipe. Je vois maintenant à quel point j'avais tort. Mais à l'époque, je travaillais jusqu'à ce que mes pieds saignent littéralement. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison et, en enlevant mes chaussettes, je découvrais des ampoules qui avaient éclaté pendant mon service. Mes chaussures étaient tachées de rose par le sang dilué. Je nettoyais les blessures, je les pansais, et je remettais les mêmes chaussures le lendemain matin, car je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail, et je ne pouvais pas me permettre de nouvelles chaussures. Le changement dans la façon dont Samuel me traitait a commencé si progressivement que je me suis convaincu que je l'imaginais. Quelque part vers sa 2e année de droit, les choses ont commencé à changer par petites touches, qui se sont accumulées pour devenir quelque chose de plus grand et de plus dommageable. Il a cessé de me présenter comme sa femme lors des événements de la faculté de droit. Nous arrivions ensemble à des fêtes de groupe d'études ou à des réceptions de réseautage et, quand ses camarades de classe demandaient qui j'étais, il disait simplement « Voici Allais », sans contexte ni explication. Au début, je pensais qu'il supposait peut-être que les gens savaient déjà que nous étions mariés. Mais ensuite, j'ai remarqué comment il changeait immédiatement de sujet après m'avoir présenté, détournant les conversations de toute question sur notre relation ou sur la façon dont nous nous étions rencontrés. Quand quelqu'un me demandait ce que je faisais dans la vie, Samuel intervenait avant que je ne puisse répondre, et disait quelque chose de vague sur le fait que les emplois de jour étaient ennuyeux comparés à la théorie juridique, ramenant la conversation sur des sujets de droit. Il a arrêté de m'inviter aux réunions de groupe d'études dans notre appartement. Il les programmait pendant mes services du soir au dîner. Et quand je lui ai fait remarquer que je pouvais demander des horaires différents, il a dit que ce n'était pas grave, que je m'ennuierais probablement à les écouter discuter de cas de toute façon. J'ai accepté cette explication, car je voulais y croire, parce que l'alternative était trop douloureuse à reconnaître.
Quand ses camarades de classe l'interrogeaient sur sa vie personnelle, il donnait des réponses vagues qui m'effaçaient complètement de son récit. J'ai découvert cela par accident un soir, lorsque je suis passé à la bibliothèque de droit pour lui déposer le déjeuner qu'il avait oublié. Je l'ai entendu parler avec 2 camarades de leur projet pour le week-end, et l'un d'eux lui a demandé s'il faisait quelque chose avec sa petite amie. Samuel a répondu qu'il allait probablement juste étudier, qu'il n'avait pas le temps pour une relation avec les exigences de la faculté de droit. Je suis resté figé sur le pas de la porte, invisible pour eux, tenant son déjeuner oublié, et l'écoutant prétendre que je n'existais pas. Je l'ai confronté à ce sujet ce soir-là, et il a dit que j'avais mal compris, qu'il voulait juste dire qu'il n'avait pas le temps pour le genre de relation que les autres avaient, celle avec des rendez-vous réguliers et des voyages le week-end. Il a dit que je devais comprendre qu'il était sous une pression énorme, et qu'il ne pouvait pas s'inquiéter de la façon dont il formulait les choses dans des conversations informelles. J'ai laissé tomber, car je voulais la paix plus que la vérité. Mais l'effacement a continué et s'est intensifié. Samuel a arrêté de publier des photos de nous deux sur les réseaux sociaux. Ses pages Instagram et Facebook ne montraient que des images de lui à des événements de la faculté de droit, ou en train d'étudier dans des cafés, soigneusement sélectionnés pour présenter l'image d'un étudiant sérieux et dévoué, sans distraction. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne publiait plus nos photos, il a répondu que les réseaux sociaux étaient superficiels, et qu'il essayait de maintenir une image professionnelle pour de futurs employeurs qui pourraient consulter ses profils. Il a cessé de me mentionner dans les conversations avec ses professeurs, ou lors d'événements de réseautage avec des professionnels du droit. Je le savais parce que, occasionnellement, un de ses camarades de classe venait au Riverside dîner. Et quand je mentionnais que j'étais la femme de Samuel, ils avaient l'air confus, ou disaient qu'ils ne savaient pas qu'il était marié. Chaque fois que cela se produisait, quelque chose en moi se fissurait un peu plus. Je me disais qu'il était juste stressé, que la pression de la faculté de droit le faisait se comporter étrangement, que les choses s'amélioreraient une fois que l'intensité des études diminuerait. Je trouvais des excuses pour un comportement qui n'en nécessitait aucune, seulement une reconnaissance. Mais au fond de moi, quelque chose de froid et de certain grandissait dans ma poitrine. Cette certitude que je devenais invisible dans mon propre mariage, que mon mari m'effaçait systématiquement de sa vie, alors que j'y vivais encore. Maintenant, debout dans notre appartement, avec la remise de diplôme de Samuel résonnant encore dans mes oreilles, je comprenais que l'effacement était complet. Je n'étais pas seulement invisible. Selon Samuel, je n'étais même pas censé exister. La serveuse qu'il avait soutenue pendant 3 ans de droit, qui avait travaillé jusqu'à ce que ses pieds saignent pour qu'il puisse se concentrer sur ses études, qui avait sacrifié ses propres rêves et sa sécurité financière pour son éducation. Cette femme n'était qu'une honte qu'il devait cacher aux gens qui comptaient. Juste une serveuse, elle chuchotait à nouveau, et les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Samuel se leva du canapé, rangeant son téléphone dans sa poche. « Je suis content que tu comprennes. De toute façon, la cérémonie est sur invitation uniquement, donc ce n'est pas comme si tu allais vraiment pouvoir y assister. » C'était un mensonge. J'avais vu les informations sur la remise des diplômes. Les membres de la famille étaient les bienvenus, mais je n'ai pas discuté, car à quoi bon ? Il avait déjà décidé que je n'étais pas de sa famille. Il avait déjà décidé que je n'étais pas digne d'être vu avec lui le jour de sa gloire. « Je dois retourner étudier », dit Samuel en se dirigeant vers notre chambre. Il s'arrêta sur le seuil et me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Oh, et allez, j'ai dit aux gens que tu étais morte il y a quelques années, donc si jamais quelqu'un te le demande, ne me contacte pas. C'est plus simple comme ça. » Il ferma la porte de la chambre derrière lui, me laissant seul dans notre salon, avec le pain de viande du jeudi soir qui refroidissait sur la table basse, et mon monde entier s'effondrant autour de moi, comme un bâtiment aux fondations défectueuses qui cède finalement à la gravité et à la vérité. Je suis resté figé dans notre salon, fixant la porte fermée de la chambre. La vapeur du pain de viande sur la table basse s'était dissipée. L'appartement semblait soudain plus petit, comme si les murs se refermaient sur moi. Samuel venait de me dire qu'il avait informé les gens que j'étais morte. Et puis il était parti étudier, comme s'il venait simplement de mentionner un changement dans son emploi du temps. Mes jambes semblaient flageolantes, alors je me suis assise sur le canapé où, quelques instants plus tôt, il avait rendu son verdict. Le tissu était usé par endroits, après 3 ans passés ici ensemble à regarder des films, à manger des plats à emporter, à prétendre que nous construisions une vie. J'ai pressé ma paume contre le coussin et n'ai senti que de la vieille mousse et des ressorts qui avaient perdu leur tension. J'avais besoin de comprendre.
J'avais besoin qu'il m'explique comment on peut dire aux gens que sa femme est morte, alors qu'elle continue de préparer vos repas et de payer la moitié du loyer. Je me suis dirigé vers la porte de la chambre et j'ai frappé, doucement d'abord, puis plus fort quand il n'a pas répondu. Samuel, nous devons terminer cette conversation. Il n'y a rien à terminer. Sa voix traversa la porte, étouffée mais assez claire. J'ai un examen de contrat lundi. Je dois étudier. J'ai ouvert la porte quand même. Il était assis au petit bureau que nous avions acheté ensemble dans une friperie, son ordinateur portable ouvert, ses manuels disposés en piles bien ordonnées. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré. Tu ne peux pas simplement me dire que tu prétends que je suis morte, et ensuite aller étudier pour un examen. Il a soupiré, ce genre d'expiration qui suggérait que j'étais déraisonnable et fatigante. Allez, je t'ai déjà expliqué ça. Tout le monde à la remise des diplômes viendra de familles qui comptent. Des avocats, des juges, des chefs d'entreprise. Ce sont des gens qui peuvent aider ma carrière. Les laisser te rencontrer soulèverait des questions sur mon jugement. Ton jugement ? Ai-je répété, les mots semblaient étrangers dans ma bouche, comme une langue que je n'avais jamais appris à parler correctement. Qu'est-ce qui le remettrait en question, exactement ? Que tu as épousé quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui t'a soutenu pendant tes études. Il s'est finalement tourné sur sa chaise pour me faire face. Son expression ne contenait aucune chaleur, aucune reconnaissance de la personne que j'avais été pour lui pendant 3 ans. Il se demanderait pourquoi j'ai épousé quelqu'un qui sert des pancakes pour gagner sa vie. Pourquoi j'ai choisi quelqu'un sans éducation, sans perspective, sans relation qui pourrait me bénéficier professionnellement. Chaque mot atterrissait avec précision, soigneusement choisi pour infliger un maximum de dégâts. Ce n'était pas de la cruauté spontanée. C'était répété, réfléchi, délibéré. J'ai aidé à payer pour ton diplôme, ai-je dit, et j'ai détesté la façon dont ma voix tremblait. J'ai fait des services doubles pour que tu puisses t'offrir les manuels et le matériel de préparation au barreau. J'ai couvert le loyer quand tes prêts ont été retardés. J'ai fait des sacrifices pour que tu puisses te concentrer sur tes études. Et j'apprécie cela, a dit Samuel, sur le ton que les gens utilisent quand ils n'apprécient pas du tout quelque chose. Mais l'appréciation ne change pas la réalité. La profession juridique est une question de relation et d'image. Je ne peux pas construire la carrière que je veux en étant associé à quelqu'un dont le plus grand accomplissement est de se souvenir de la façon dont les gens prennent leur café. Le mépris désinvolte de toute mon existence brûlait plus que ne l'aurait fait une haine pure et simple. La haine, au moins, reconnaît que quelqu'un compte assez pour inspirer un sentiment fort. C'était quelque chose de plus froid, un calcul selon lequel j'avais rempli mon rôle et représentais maintenant un passif à éliminer. Alors tu as dit aux gens que j'étais morte. Je l'ai dit comme une affirmation, pas une question, car j'avais besoin d'entendre à nouveau les mots à voix haute pour les rendre réels. Oui. Il s'est retourné vers son ordinateur portable, déjà lassé de cette conversation. Quand les gens me posaient des questions sur ma famille ou ma vie personnelle, je leur disais que ma femme était décédée il y a quelques années dans un accident. C'était l'explication la plus simple. La plus simple pour qui ? Pour tout le monde. Il a cliqué sur quelque chose sur son écran. Son attention était déjà ailleurs. Ça a suscité de la sympathie, ce qui a aidé dans certaines situations. Ça expliquait pourquoi personne ne t'avait rencontré, et ça évitait les questions gênantes sur la raison pour laquelle j'étais marié à quelqu'un d'inapproprié pour mon cercle social. Le mot « inapproprié » résonnait dans ma tête. 3 ans de mariage réduit à un seul adjectif qui signifiait que je n'étais pas assez bien, que je ne l'avais jamais été, et que je ne le serais jamais, peu importe ce que je sacrifiais ou à quel point je travaillais. Quand as-tu commencé à dire ça aux gens ? Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Vers le milieu de la 2e année, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il discutait du moment où il avait commencé à utiliser une nouvelle méthode d'étude. C'est à ce moment-là que le réseautage est devenu plus important, et que les gens ont commencé à poser des questions plus personnelles. 2e année. C'était il y a 18 mois. Pendant 18 mois, Samuel avait traversé le monde en tant que veuf, pendant que je servais du café et débarrassais des assiettes pour payer nos factures. Pendant 18 mois, des gens lui avaient offert leur sympathie pour une perte qui n'avait jamais eu lieu, pendant que je souffrais de services doubles pour qu'il puisse étudier sans stress financier. Est-ce que quelqu'un connaît la vérité ? Ai-je demandé. Est-ce que quelqu'un dans tout ton monde de la faculté de droit sait que j'existe ? Il a hésité, et cette pause m'a tout dit. Quelques personnes de première année t'ont rencontré brièvement,
mais la plupart d'entre eux ont changé d'université ou nous avons perdu contact. Personne qui compte ne sait que tu es réel. Personne qui compte ne sait que tu es réel. La phrase était si absurde que j'ai presque ri. J'étais là, debout, respirant, parlant, existant en 3 dimensions. Mais selon Samuel, je n'étais pas réel, parce que les gens qui pouvaient faire avancer sa carrière ne me connaissaient pas, c'est de la folie, ai-je dit. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas un comportement normal. La normalité est relative. Samuel a fermé son ordinateur portable et m'a enfin accordé toute son attention, ce qui, d'une certaine manière, a tout aggravé. Dans mon monde, avoir les bonnes relations et maintenir la bonne image est normal. Essentiel, en fait. Tu viens d'un monde différent où ces choses n'ont pas d'importance. Mais dans ma profession, elles comptent plus que presque tout le reste. Plus que l'honnêteté? Plus que la personne qui t'a soutenu pendant tes études. Oui, a-t-il dit sans hésitation, sans honte. Plus que ces choses-là. Je veux que tu comprennes quelque chose, allez. Je vais réussir. Je vais construire le genre de carrière dont la plupart des gens ne font que rêver. Et je ne peux pas faire ça en traînant quelqu'un qui représente tout ce que j'essaie de laisser derrière moi. Tout ce que tu essaies de laisser derrière toi? Ai-je répété. Tu veux dire la pauvreté, les emplois de la classe ouvrière? Le genre de vie que je mène? Oui, exactement ça. Il s'est levé de sa chaise, et j'ai remarqué qu'il était plus grand que dans mon souvenir. Ou peut-être que c'était moi qui avais rétréci. J'ai grandi dans la pauvreté, allez. Je sais ce que c'est d'être méprisé, d'être rejeté parce qu'on n'a pas le bon bagage. J'ai travaillé incroyablement dur pour entrer en fac de droit. Et je ne vais pas gâcher cette opportunité en restant connecté à une vie qui va me freiner. Je ne suis pas une vie. Je suis une personne. Je suis ta femme. Plus pour très longtemps. Il est passé devant moi, s'est dirigé vers le placard et a sorti un sac de sport. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu dormes ailleurs ce soir. J'ai besoin de me concentrer sur mes études, et cette conversation n'est pas productive. Je l'ai regardé emballer mes vêtements, choisissant des articles au hasard et les fourrant dans le sac sans soin. Mon pull préféré, celui avec le petit trou dans la manche que je devais réparer. Le jean que je portais à notre premier rendez-vous. Une robe que j'avais achetée pour son bal de la faculté de droit, auquel il m'avait demandé de ne pas assister à la dernière minute. Samuel, nous devons en parler correctement. Tu ne peux pas simplement effacer quelqu'un de ta vie. Il a fermé le sac et me l'a tendu. Je l'ai déjà fait. Et j'ai besoin que tu l'acceptes et que tu passes à autre chose. Ne viens pas à la remise des diplômes. Ne me contacte pas à l'université ou au travail. Si jamais quelqu'un te demande, dis-leur que nous n'avons jamais été mariés. Dis-leur que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Reste simplement à l'écart. Et l'appartement? Et nos affaires? Je m'occuperai de l'appartement. Prends ce dont tu as besoin ce soir, et je ferai envoyer le reste où que tu finisses. Il a sorti son téléphone et a commencé à taper. Je t'envoie l'adresse de ma sœur. Tu peux rester là-bas ce soir si tu en as besoin. Ta sœur est au courant de ça? Emma sait que nous nous séparons. Elle n'a pas besoin de connaître les détails. Il a posé le sac de sport à mes pieds comme s'il congédiait une servante. Je vais continuer à étudier maintenant. S'il te plaît, sois parti quand je reviendrai. Il est retourné dans la chambre et a fermé la porte. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Je suis resté dans le salon, tenant le sac de sport qu'il avait préparé pour moi. Regardant autour de moi l'appartement que nous avions partagé pendant 3 ans. Le canapé d'occasion où nous nous endormions ensemble. La table basse où j'avais posé son pain de viande du jeudi, qui était maintenant froid et figé. La cuisine où j'avais préparé d'innombrables repas pendant qu'il étudiait. La salle de bain où j'avais fait tremper mes pieds ensanglantés après avoir travaillé des services doubles pour couvrir ses dépenses. Rien de tout cela n'avait jamais été à nous. Ça avait été à lui, et j'avais juste emprunté un espace, jusqu'à ce qu'il décide que je n'étais plus utile. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma sœur, Emma. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Peux-tu venir me chercher? Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir. Emma n'a pas posé de questions. Elle a juste dit qu'elle serait là dans 20 minutes et m'a dit d'attendre dehors. J'ai attrapé le sac de sport que Samuel avait emballé et je suis sorti de l'appartement sans me retourner.
Le couloir sentait le dîner de quelqu'un en train de cuire, quelque chose avec de l'ail et des tomates. La vie normale qui continuait normalement pour des gens dont les mondes ne s'effondraient pas. J'ai attendu sur les marches de l'immeuble. L'air du soir était frais, et je n'avais pas pensé à prendre une veste. Des voitures passaient dans la rue. Des gens marchaient avec des sacs de courses et des mallettes, rentrant chez eux vers des vies qui avaient un sens. Je suis restée assise là, me sentant comme si j'avais été vidée, comme si quelqu'un avait plongé la main à l'intérieur et avait tout retiré, ce qui me rendait reconnaissablement humaine, ne laissant qu'une coquille qui ressemblait à lait, mais qui ne contenait que du vide. Emma est arrivée dans sa vieille Honda, et je suis monté sur le siège passager sans parler. Elle m'a regardé, a regardé le sac de sport, puis mon visage qui devait tout montrer. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé doucement. « Il a dit aux gens que j'étais morte », ai-je répondu, et puis il m'a dit de partir. Emma a tendu la main et m'a serré la mienne. Elle n'a rien dit d'autre. Elle a juste conduit, et j'ai regardé les lumières de la ville défiler, floues, par la fenêtre, en pensant à la façon dont on peut être vivant et mort en même temps, comment on peut exister et ne pas exister, selon qui raconte l'histoire. Nous sommes arrivés au complexe d'appartements d'Emma, et elle m'a aidé à porter mes affaires emballées à la hâte à l'intérieur. Sa chambre d'amis était petite mais propre, avec un lit qui avait trop d'oreillers et des rideaux qui bloquaient les lumières de la rue. Elle m'a apporté un thé que je n'ai pas bu, et s'est assise avec moi pendant que je fixais le mur, essayant de comprendre comment l'amour se transforme en anéantissement. « Tu veux en parler ?» a finalement demandé Emma. J'ai secoué la tête. Parler demandait une énergie que je n'avais pas, des explications pour des choses que je ne comprenais pas moi-même. « D'accord », a-t-elle dit. Je suis dans la pièce d'à accent grave côté si tu as besoin de quoi que ce soit. Absolument quoi que ce soit. Après son départ, je me suis allongé sur le lit, entièrement habillé, et j'ai fixé le plafond. Quelque part en ville, Samuel étudiait pour son examen de contrat. Probablement soulagé que je sois parti, probablement déjà en train de planifier comment maintenir sa fiction de veuve tragique. Et moi, j'étais ici, officiellement effacé, mais fâcheusement toujours en vie, essayant de comprendre comment exister dans un monde où la personne qui avait promis de m'aimer avait décidé que j'étais mieux morte. Les papiers du divorce sont arrivés 3 semaines plus tard, glissés sous la porte d'Emma dans une enveloppe Kraft sans adresse de retour. Je les ai trouvés un mardi matin, alors qu'Emma était au travail, posés sur le paillasson comme s'ils attendaient patiemment que je me réveille et que je reconnaisse leur existence. J'ai porté l'enveloppe jusqu'à la petite table de la cuisine et l'ai ouverte avec des mains qui ne tremblaient plus. Le chagrin s'était transformé pendant ces 3 semaines dans l'appartement d'Emma, passant de quelque chose de fluide et d'écrasant à quelque chose de plus clair et de plus solide. Les papiers à l'intérieur étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Demande de dissolution de mariage. Différends irréconciliables dus à une disparité de style de vie. Cette expression juridique sans âme réduisait 3 ans de ma vie à une case à cocher bureaucratique. Comme si la violence d'être effacé pouvait être capturée dans des documents judiciaires standardisés. Je les ai signés cet après-midi-là, avec un stylo qu'Emma gardait dans un tiroir plein de piles et de menus à emporter. Ma signature semblait petite et inconnue sur la ligne, comme si elle appartenait à quelqu'un que j'avais connu autrefois. J'ai renvoyé les papiers le jour même, debout au comptoir de la poste, tandis que l'employé pesait l'enveloppe et me demandait si je voulais un suivi. J'ai dit non. Il n'y avait rien à l'intérieur qui vaille la peine d'être suivi. En une semaine, j'avais emménagé dans un studio au-dessus d'une librairie d'occasion sur Maple Street. Le loyer était moins cher que ce que je payais avec Samuel, et le propriétaire était un homme âgé nommé Monsieur Chin, qui n'a posé aucune question quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit immédiatement. L'appartement avait des planchers inclinés qui rendaient le placement des meubles difficile, et un radiateur qui cliquetait bruyamment à des intervalles aléatoires tout au long de la nuit. Mais les fenêtres donnaient à l'est, et chaque matin, le lever du soleil peignait les murs de nuances d'or et de rose, ce qui donnait à l'espace moins l'impression d'une fin que d'un début. Je l'ai meublé lentement avec des pièces provenant de friperies et de trouvailles sur le trottoir. Un fauteuil de lecture au revêtement délavé mais toujours confortable. Une petite table en bois qui chancelait, sauf si je pliais une serviette sous un pied. De la vaisselle dépareillée provenant des bacs de Goodwill. Des plantes pour le rebord de la fenêtre que j'ai maintenues en vie par pure détermination. Comme si leur survie était en quelque sorte liée à la mienne. Chaque achat ressemblait à une reconquête de territoire, comme si je construisais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, sans fantôme de partenariat raté hantant les coins. Je suis retourné travailler au Riverside Diner le lundi après avoir signé les papiers du divorce.
franchir cette porte était à la fois familier et étrange, comme revenir à un endroit que l'on a quitté en étant une personne, pour y entrer en étant quelqu'un de complètement différent. Maria essuyait le comptoir quand je suis arrivé pour mon service. Elle a levé les yeux avec une expression qui ne contenait aucune pitié, juste une solide compréhension. « Tu es de retour pour de bon ?» a-t-elle demandé. « Ouais, je suis de retour. » Elle a hoché la tête une fois et m'a tendu un tablier propre. La table 6 a besoin de café, et le couple à la banquette près de la fenêtre est prêt à commander. C'était tout. Pas de questions indiscrètes sur ce qui s'était passé ou où j'avais été. Juste la routine du travail qui exigeait mon attention et me donnait quelque chose de concret à faire avec mes mains et mon esprit. J'ai noué le tablier autour de ma taille et j'ai pris la cafetière. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti stable. Maria a remarqué les cernes sous mes yeux qu'aucun anti-cerne ne pouvait entièrement cacher. Mais elle n'a jamais insisté pour avoir des détails. Elle s'assurait juste que je mange pendant mes pauses, apparaissant avec du pain grillé ou de la soupe qu'elle prétendait être un surplus d'une commande annulée. Quand j'avais besoin d'un moment pour me ressaisir dans les toilettes, elle couvrait mes tables sans commentaire. Sa gentillesse était pratique et discrète, le genre qui n'exige ni gratitude ni explication. Devons travailler le week-end quand je suis arrivé le samedi, ses mains rouges à cause de l'eau chaude et du savon industriel alors qu'il récurait des casseroles à l'arrière. Il avait cette façon de parler en travaillant, partageant des observations sur la vie qui ressemblaient à de la philosophie déguisée en conversation informelle. « Tu sais ce que j'ai compris à propos de la vaisselle ?» a-t-il dit alors que je remplissais les salières pendant une période creuse. Chaque assiette commence par être sale. De la nourriture collée, de la graisse cuite, des taches qui semblent permanentes. Mais si tu continues à t'y-atteler, à frotter, finalement, elle redevient propre. Rien ne reste ruiné pour toujours si tu y mets du tien. Je l'ai regardé, ce gamin de 20 ans qui finançait ses études en faisant la plonge. Et j'ai réalisé qu'il comprenait plus de choses sur la résilience que la plupart des gens 2 fois plus âgés que lui. C'est une bonne philosophie, ai-je dit. Il a souri. Ouais, eh bien, la vaisselle t'apprend des choses si tu y prêtes attention. La patience, surtout, et le fait qu'un nouveau départ est toujours possible. Le vieux Joe a commencé à me préparer mes plats réconfortants préférés sans que je le lui demande. Je travaillais dans ma section, et il me glissait une assiette de fromage grillé et de soupe à la tomate sur le comptoir de la cuisine, croisant mon regard avec un hochement de tête bourru qui en disait plus que les mots. Parfois, c'était son macaroni au fromage spécial, celui qu'il ne faisait que lorsque quelqu'un en avait besoin. Parfois, c'était une tarte encore chaude sortie du four, avec un supplément de crème fouettée. Ces gens me voyaient. Ils appréciaient mon travail et ma présence d'une manière qui n'avait rien à voir avec la personne avec qui j'étais marié ou les diplômes que je possédais. Ils mesuraient la valeur différemment du monde de Samuel, en termes de fiabilité, de gentillesse et des petits gestes quotidiens qui faisaient tourner le dîner. Pour la première fois depuis des années, je me sentais visible, et cette visibilité était guérisseuse d'une manière que je n'avais pas anticipée. Emma prenait régulièrement de mes nouvelles, se présentant à mon nouvel appartement avec des courses que je n'avais pas demandées, et du vin dont j'avais vraiment besoin. Elle n'a jamais dit les mots « je te l'avais bien dit », même si elle en avait tout à fait le droit. Elle avait rencontré Samuel exactement 3 fois pendant notre mariage, et à chaque fois, elle en était repartie avec des observations qu'elle gardait principalement pour elle. Il regarde les autres gens dans les fêtes comme s'ils faisaient du shopping, avait-elle mentionné une fois, prudemment, après une réunion de famille, comme s'il cherchait toujours quelqu'un de plus intéressant ou de plus utile. Je l'avais défendu à l'époque, trouvant des excuses sur le fait que le réseautage faisait partie de la culture de la faculté de droit. Mais Emma avait eu raison. Elle avait remarqué comment Samuel avait cessé de me mentionner dans ses publications sur les réseaux sociaux. Comment son Instagram s'était transformé, passant d'images de nous deux à des clichés soigneusement sélectionnés de lui, seul dans des cafés et des bibliothèques de droit, présentant l'image d'un étudiant sérieux sans distraction ni complication. Maintenant, elle se contentait d'arriver avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, et nous nous asseyions à ma table bancale, mangeant du pad thaï en regardant de la télé-réalité de mauvaise qualité. Elle fournissait des commentaires sarcastiques sur le drame fabriqué à l'écran, ce qui me faisait rire aux larmes. Et ces moments me rappelaient que tout ce que j'aimais ne m'avait pas trahi, que certains liens survivaient même lorsque d'autres se brisaient complètement. J'ai développé des routines qui étaient entièrement les miennes. Le samedi matin, je marchais jusqu'au marché fermier à 3 pâtés de maison de mon appartement, achetant des légumes frais que je cuisinais dans ma petite cuisine. Le dimanche soir, je le passais dans la librairie en bas,
où Monsieur Chin me laissait flâner pendant des heures sans aucune attente que j'achète quoi que ce soit. Je lisais des romans sur les problèmes des autres, et des mémoires sur la survie. Et lentement, j'ai commencé à comprendre que ma vie n'était pas finie, juste différente de ce que j'avais prévu. Les semaines se sont transformées en mois. L'été a fait place à l'automne, et les feuilles devant ma fenêtre sont passées du vert alors puis au brun. Je faisais mes services au dîner, je rentrais dans mon petit appartement, et je me construisais une vie modeste, mais honnêtement la mienne. Je n'étais pas heureuse, pas exactement, mais j'étais stable, et la stabilité ressemblait à un accomplissement après des mois de chute libre émotionnelle. Puis est arrivé le matin qui a tout changé à nouveau. C'était un mardi, 8 mois après la finalisation du divorce. Je travaillais le service du petit déjeuner, me déplaçant entre les tables avec la cafetière, remplissant les tasses et débarrassant les assiettes, dans ce rythme familier qui ne nécessitait aucune pensée consciente. 2 étudiants en droit étaient assis à la banquette du coin, la même où Samuel avait l'habitude d'étudier il y a 3 ans. Ils étaient en pleine conversation sur le mariage imminent de quelqu'un, et je n'écoutais que d'une oreille en m'approchant avec la cafetière. « As-tu reçu ton invitation pour le mariage de Samuel Thornton » a demandé l'un d'eux. Ma main s'est figée en plein versement, le café éclaboussant légèrement le bord de la tasse. J'ai posé la cafetière avec précaution et j'ai fait semblant d'essuyer la tache, tandis que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. « Ouais, on dirait que ça va être énorme », a répondu l'autre étudiant. La famille de sa fiancée dépense apparemment une fortune. Son père est ce juge d'appel, n'est-ce pas? Le juge Ashford. Victoria Ashford. Tu imagines décrocher quelqu'un comme ça? Samuel a vraiment fait une mise à niveau par rapport à son histoire tragique. Toute cette histoire de femme morte. Ils ont ri, et le son m'a transpercé comme du verre brisé. J'ai fini d'essuyer la table et je suis retourné à la cuisine sur des jambes qui semblaient déconnectées de mon corps. Victoria Ashford, fille d'un juge d'appel. Exactement le genre de pédigré que Samuel avait cultivé. L'exact opposé d'une serveuse qui le mettait dans l'embarras avec son existence de classe ouvrière. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il m'avait mis à niveau. Il avait échangé l'authenticité contre l'avantage. Il avait troqué la femme qu'il avait soutenue pendant ses études de droit contre quelqu'un dont les relations pouvaient faire avancer sa carrière. Et il allait se marier, célébrant ce nouveau partenariat tout en continuant à dire aux gens que sa première femme était décédée tragiquement des années auparavant. J'ai terminé mon service, agissant machinalement, débarrassant les tables et remplissant les cafetières, tandis que mon esprit tournait avec cette nouvelle information. Quand mon service s'est terminé, je suis rentré à pied lentement, en prenant le long chemin à travers le parc où les feuilles d'automne crissaient sous mes pieds. L'air sentait la fumée de bois et l'hiver approchant. De retour dans mon appartement, je me suis assise à ma table bancale et j'ai fixé mon ordinateur portable pendant un long moment avant de l'ouvrir. Je n'avais pas cherché Samuel depuis le divorce, je n'avais pas regardé ses réseaux sociaux ni pris de ses nouvelles. J'avais essayé d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau plutôt que d'être obsédé par ce que j'avais perdu. Mais maintenant, j'avais besoin de voir. J'avais besoin de savoir quelle histoire il racontait, quelle version de la réalité il avait construite autour de mon effacement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé son nom dans la barre de recherche. Et ce que j'ai trouvé a fait cristalliser quelque chose de froid et de tranchant dans ma poitrine. Pas de la jalousie, mais une forme plus sombre de clarté, qui ressemblait presque à un but prenant forme. Le profil Instagram de Samuel s'est chargé lentement sur mon vieil ordinateur portable. Les images apparaissant une par une, comme des preuves dans une affaire que je ne savais pas que je constituais. La première photo le montrait à ce qui ressemblait à un gala de charité, portant un costume sur mesure que je savais qu'il n'aurait pas pu se permettre lorsque nous étions mariés. Victoria Ashford se tenait à ses côtés, sa main reposant élégamment sur son bras. Tous deux souriaient avec l'assurance facile des gens qui n'ont jamais récuré de sol ni compté leur monnaie pour faire les courses. J'ai fait défiler vers le bas. D'autres photos sont apparues, chacune soigneusement composée et éclairée. Samuel a une conférence juridique, avec un badge nominatif l'identifiant comme associé chez Morrison & Wells, l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville. Samuel et Victoria lors de ce que la légende identifiait comme un week-end dans un vignoble. Verre de vin levé face à un coucher de soleil qui semblait avoir été photographié par un professionnel. Samuel seul, dans ce qui semblait être son nouveau bureau. Des livres de droit disposés artistement derrière lui. Son expression pensive et accomplie. Mais ce sont les légendes qui ont fait trembler mes mains. Sous la photo du gala de charité,
il avait écrit sur la gratitude pour les secondes chances, et l'importance d'honorer ceux que nous avons perdus en vivant pleinement. Les commentaires en dessous étaient pleins d'émojis en forme de cœur et de messages de soutien. Les gens écrivaient sur sa force et sa résilience. Quelqu'un a mentionné à quel point c'était inspirant de le voir retrouver le bonheur après une perte aussi dévastatrice. J'ai cliqué sur une publication plus ancienne, datant de 6 mois, une photo de Samuel seul sur une plage au coucher du soleil, dos à l'appareil photo, regardant l'océan. La légende disait, il y a 3 ans aujourd'hui, j'ai perdu ma meilleure amie et partenaire. Le deuil ne s'en va jamais complètement, mais j'ai appris que porter l'amour en avant est le plus grand hommage que nous puissions offrir à ceux qui nous ont façonnés. Elle voudrait que je continue à construire la vie dont nous rêvions ensemble. Les commentaires sur cette publication se comptaient par plus de 100. Les gens partageaient leurs propres histoires de perte. Ils le remerciaient d'être vulnérable. Ils louaient sa maturité émotionnelle et sa capacité à transformer la tragédie en motivation. Un commentaire, de quelqu'un dont le profil l'identifiait comme associé dans son cabinet d'avocat, disait que sa résilience face à une tragédie personnelle était l'une des choses qui faisait de lui un membre si précieux de leur équipe. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas la bouffée de chaleur de la colère, mais quelque chose de plus dangereux et de plus calculé. Samuel n'avait pas simplement dit à quelques personnes que j'étais morte. Il avait construit toute une mythologie publique autour de ma mort fictive, avec des publications d'anniversaire et des réflexions philosophiques sur le deuil et la croissance. Mon effacement était devenu une performance artistique, soigneusement mise en scène et largement applaudie. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché le nom de Samuel avec celui de la faculté de droit. Le troisième résultat était un article du magazine des anciens élèves, publié il y a 4 mois. Le titre disait « Étoile montante, comment une tragédie personnelle a façonné l'approche de la justice d'un diplômé ». Mon doigt a hésité sur le trackpad. Avant de cliquer sur le lien. L'article s'ouvrait sur une photo de Samuel dans son bureau, la même que sur son Instagram, mais prise sous un angle différent. Le texte commençait par ce que l'auteur appelait son « parcours remarquable » à travers la faculté de droit, équilibrant l'excellence académique avec le poids émotionnel de la perte de son épouse durant sa première année. J'ai lu l'interview lentement, sentant mon pouce accélérer à chaque paragraphe. Samuel décrivait notre mariage comme un chapitre, beau mais bref, un partenariat écourté par des circonstances qu'il préférait ne pas détailler, par respect pour sa mémoire. Il expliquait comment la perte lui avait appris la fragilité de la vie, et l'importance de se battre pour la justice au nom des personnes qui ne pouvaient plus se battre pour elles-mêmes. Il disait que sa défunte épouse avait toujours cru en l'aide aux autres, et que sa mémoire le motivait à poursuivre une carrière en droit civil plutôt qu'un travail d'entreprise plus lucratif. Rien de tout cela n'était vrai. Samuel n'avait jamais manifesté d'intérêt pour le droit civil pendant notre mariage. Il avait constamment parlé de gagner de l'argent, de construire le genre de cabinet qui lui permettrait de s'offrir le style de vie qu'il désirait. Et je n'avais jamais partagé de philosophie particulière sur l'aide aux autres, au-delà de la décence humaine de base consistant à traiter les gens avec respect. Mais l'intervieweur avait tout gobé, tissant le récit fabriqué de Samuel en une histoire captivante sur la persévérance et la détermination. L'article comprenait une citation d'un de ses professeurs, affirmant que la capacité de Samuel à canaliser une tragédie personnelle en motivation professionnelle faisait de lui exactement le genre d'avocat dont le système juridique avait besoin. Une autre citation d'un associé principal de Morrison & Wells mentionnait qu'ils avaient été impressionnés non seulement par ses qualifications académiques, mais aussi par son caractère, qui avait été testé et prouvé par une perte inimaginable. Je suis retourné sur son Instagram et j'ai fait défiler plus loin. Il y avait d'autres publications, s'étalant sur plus de 2 ans, chacune maintenant soigneusement la fiction. Une photo d'un livre sur le deuil avec une légende sur le fait de trouver du réconfort dans des endroits inattendus. Un cliché de lui courant à 5 km avec une légende sur la façon dont les défis physiques l'aidaient à traiter la douleur émotionnelle. Une image d'un coucher de soleil avec une citation sur le fait de porter les souvenirs en avant tout en construisant de nouveaux rêves. La performance était méticuleuse. Il avait créé tout un mémorial numérique à une version de moi qui n'avait jamais existé. Une sainte épouse décédée dont la perte le rendait plus sympathique, plus admirable, plus recrutable. Chaque publication générait des dizaines de commentaires de soutien. Chaque manifestation publique de deuil lui rapportait un capital social qui se traduisait directement en opportunités professionnelles. J'ai ensuite trouvé son profil LinkedIn. Sa biographie mentionnait avoir surmonté une adversité personnelle pendant ses études de droit, bien que ce soit plus subtil que sa présence sur Instagram.
Mais les recommandations de professeurs et de collègues faisaient référence à sa résilience et à sa force émotionnelle. Une recommandation mentionnait spécifiquement sa capacité à maintenir l'excellence malgré des circonstances qui auraient fait dérailler la plupart des étudiants. Puis j'ai trouvé l'annonce de fiançailles. Elle avait été publiée il y a 2 mois sur son profil et celui de Victoria. La photo les montrait sur ce qui ressemblait à un yacht. La main gauche de Victoria était bien en évidence, montrant une bague de fiançailles qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. La légende parlait de retrouver l'amour après une perte, d'être reconnaissant pour les secondes chances, d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Les parents de Victoria avaient commenté avec des félicitations et des émojis en forme de cœur. Les collègues de Samuel du cabinet d'avocats avaient écrit des messages de soutien. Des amis que je ne reconnaissais pas partageaient leur bonheur pour lui, et à travers tout cela, il y avait ce récit sous-jacent du veuf tragique qui avait souffert, guéri, et méritait maintenant sa fin heureuse. J'ai cliqué sur le profil de Victoria. Son Instagram était tout aussi soigné, rempli de photos d'événements caritatifs, de vernissages et de week-ends dans des endroits que je n'avais vus que dans les magazines. Elle était belle de cette manière que l'éducation coûteuse et la bonne naissance créent, polie, posée, et totalement confiante. Sa biographie mentionnait son travail dans une fondation juridique à but non lucratif et sa passion pour la réforme de la justice pénale. Il y avait plusieurs publications sur Samuel, chacune rayonnant d'affection et d'admiration. Dans une légende, elle écrivait comment sa force face à la tragédie l'avait inspirée à vivre plus pleinement. Dans une autre, elle mentionnait à quel point elle se sentait honorée d'être choisie par quelqu'un qui comprenait la préciosité de l'amour, parce qu'il l'avait perdu une fois auparavant. Elle n'en avait aucune idée. Victoria Ashford, fille d'un juge d'appel, diplômée d'une université d'élite, dévouée à la justice et à la réforme, n'avait aucune idée qu'elle épousait un homme qui avait nonchalamment effacé son épouse vivante de l'existence parce qu'elle le mettait dans l'embarras. Elle pensait épouser le veuf en deuil qui avait transformé la douleur en détermination. Elle n'avait aucune idée qu'elle épousait l'homme qui m'avait dit que j'étais mieux morte que assise dans le public de sa remise de diplôme. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis restée assise dans l'obscurité de mon studio. Le radiateur cliquetait à son rythme familier. Dehors, par ma fenêtre, j'entendais la circulation, des voix lointaines et les bruits normaux d'une ville vacant à ses occupations du soir. Mes mains avaient cessé de trembler, remplacées par un calme étrange qui semblait presque détaché de mon corps. Samuel n'avait pas simplement raconté un mensonge commode. Il avait construit toute une identité professionnelle sur la base de ma mort fictive. Chaque relation qu'il avait nouée, chaque opportunité d'emploi qu'il avait reçue, chaque expression de sympathie et d'admiration qu'il avait recueillie, tout cela était contaminé par cette tromperie fondamentale. Il avait instrumentalisé mon effacement, le transformant en un capital social qui ouvrait des portes et générait la confiance. L'injustice de tout cela était stupéfiante. Je lui avais donné 3 ans de mariage, et 3 ans avant cela d'amitié et de soutien. J'avais travaillé jusqu'à ce que mes pieds saignent pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. J'avais sacrifié ma propre sécurité financière et mes propres rêves pour l'aider à construire son avenir. Et il m'avait remercié en me faisant tuer, et en utilisant mon cadavre comme un tremplin vers le succès. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement ce qu'il m'avait fait à moi. C'était ce qu'il faisait à tout le monde. Victoria pensait qu'elle épousait quelqu'un d'honnête et de mûr émotionnellement. Ses collègues pensaient qu'il promouvait quelqu'un dont le caractère avait été testé par la tragédie. Ses clients lui feraient confiance parce qu'ils croyaient que sa souffrance personnelle l'avait rendu compatissant et dévoué à la justice. Tous s'étaient trompés, et aucun d'entre eux ne le savait. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Un couple passait en se tenant la main. Une adolescente était assise sur le banc de l'arrêt de bus, faisant défiler son téléphone. Un homme âgé promenait un petit chien qui s'arrêtait sans cesse pour renifler chaque arbre. La vie normale continuait normalement, pendant que j'étais là, détenant une information qui pourrait exploser à travers le monde soigneusement construit de Samuel comme une bombe. Certains mensonges sont trop gros pour être laissés sans réponse. Certaines trahisons exigent une réaction, non pas parce que la vengeance guérira quoi que ce soit, mais parce que le silence devient de la complicité. J'ai pensé à Victoria marchant vers l'hôtel, vers un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. J'ai pensé aux collègues et aux clients de Samuel, lui faisant confiance sur la base d'une fiction. J'ai pensé à toutes les personnes qui assisteraient à son mariage le week-end prochain, et le célébreraient sans comprendre quel genre de personnes ils applaudissaient. Il ne s'agissait pas de faire souffrir Samuel, bien que je ne prétendrais pas que cette pensée n'avait aucun attrait. Il s'agissait de refuser de rester morte.
Il s'agissait de ressusciter la vérité, juste assez pour fissurer la surface soigneusement polie qu'il avait mis des mois à construire. Il s'agissait de donner à Victoria, et à tous les autres dans le monde fabriqué de Samuel, une chance de voir qui il était vraiment, avant qu'ils n'investissent davantage de leur confiance et de leur respect en quelqu'un qui ne le méritait pas. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une nouvelle adresse email, quelque chose d'anonyme et d'intraçable. Puis j'ai commencé à faire des recherches sur les lieux de mariage, la liste des invités, les coordonnées des personnes clés dans la vie professionnelle et personnelle de Samuel. J'ai travaillé méthodiquement, prenant des notes dans un cahier que j'avais acheté spécifiquement à cet effet, construisant une architecture minutieuse de la vérité qui se déploierait exactement au bon moment. Quand j'ai eu fini, il était presque minuit. Mon café avait refroidi depuis des heures. Mais j'avais un plan, et pour la première fois depuis que Samuel m'avait dit de ne pas venir à sa remise de diplôme, j'ai ressenti autre chose que du chagrin, de la confusion ou une détermination creuse. J'ai ressenti un but, clair, froid et certain, comme de la glace se formant sur un lac en hiver. Le carnet était ouvert sur la table de ma cuisine le lendemain matin, rempli de noms, de numéros et de détails que j'avais collectés pendant la nuit. Mon café avait refroidi pendant que je travaillais, mais je l'avais à peine remarqué. Je construisais quelque chose de précis, une structure de vérité qui se tiendrait d'elle-même, sans exiger que j'en sois l'architecte de manière visible. Les réseaux sociaux de Victoria m'avaient fourni le lieu du mariage sans que j'aie besoin de poser la moindre question. Ashford Estate, l'avait-elle appelé dans ses publications, bien que le nom officiel soit Riverside Manor, une propriété haut de gamme à 30 miles de la ville. La photo qu'elle avait partagée montrait des jardins manucurés et une salle de bal avec des lustres en cristal, le genre d'endroit qui exigeait des acomptes plus importants que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle avait tagué le lieu dans plusieurs publications, l'accompagnant de hashtags avec la date de leur mariage et des variations de mots comme « bénie »,« reconnaissante » et « pour toujours ». J'ai passé le mardi matin à croiser les tags des réseaux sociaux et les annuaires des cabinets d'avocats, dressant une carte de qui serait présent au mariage de Samuel. Les parents de Victoria étaient faciles à identifier. Le juge Richard Ashford et sa femme Catherine apparaissaient fréquemment sur des photos d'événements caritatifs et de conférences juridiques. Tous deux étaient élégants et en vue, d'une manière qui expliquait exactement pourquoi Samuel avait choisi leur fille. La liste des invités s'étendait à travers leur réseau social comme les branches d'un arbre généalogique. Chaque connexion menant à plus de connexions, plus de noms, plus de personnes qui croyaient à la fiction soigneusement construite de Samuel. Les associés du cabinet d'avocats de Samuel étaient là aussi, visibles dans ses connexions LinkedIn et ses tags Instagram. Morrison & Wells employait 60 avocats répartis dans 4 domaines de pratique, mais seuls 5 étaient des associés principaux, et tous les 5 suivaient Samuel sur les réseaux sociaux et avaient commenté son annonce de fiançailles. J'ai noté leurs noms et j'ai trouvé les numéros de leur bureau sur le site web du cabinet. Le mercredi après-midi, j'avais créé une feuille de calcul qui cartographiait les relations et les coordonnées de 30 personnes clés qui assisteraient au mariage. Le gestionnaire du bureau de la famille de Victoria, la coordinatrice du mariage à Riverside Manor, la réceptionniste de Morrison & Wells, le superviseur direct de Samuel, la demoiselle d'honneur de Victoria, dont la biographie Instagram la présentait comme une procureure adjointe. Chaque nom représentait un point de contact, un endroit où la vérité pouvait être plantée et laissée accroître. J'ai passé mon premier appel le jeudi matin. Mes mains étaient stables lorsque j'ai composé le numéro de Riverside Manor. Et quand la coordinatrice du mariage a répondu avec une gaieté professionnelle, ma voix est sortie calme et agréable. Bonjour, c'est Alec Thornton. J'appelle pour faire le suivi de certains détails de facturation pour le mariage Thornton-Ashford de ce samedi. Il y eut une brève pause, le genre qui signale une confusion en cours de traitement en temps réel. Je suis désolé, pourriez-vous répéter votre nom? Alec Thornton, la femme de Samuel. Je voulais juste confirmer que les arrangements de paiement ont été correctement finalisés. La pause s'est allongée. J'entendais des papiers se froisser en arrière-plan. Le clic d'une souris d'ordinateur. Je vois que les contacts principaux pour cet événement sont Samuel Thornton et Victoria Ashford. Êtes-vous membre du cortège nuptial? Je suis sa femme, ai-je répété, laissant les mots flotter sans explication ni élaboration. Y a-t-il un problème avec le compte? Non, pas de problème du tout. J'ai juste besoin de vérifier quelques informations. Pouvez-vous patienter un instant? J'ai attendu pendant 3 minutes, tandis qu'une musique d'ascenseur jouait dans mon téléphone. Quand la coordinatrice est revenue, sa voix était passée de confuse à soigneusement professionnelle. Je m'excuse pour la confusion.
Je vais devoir contacter le titulaire principal du compte pour clarifier la liste des contacts. Y a-t-il un numéro où l'on peut vous joindre? Je lui ai donné mon numéro de portable et l'ai remercié poliment avant de raccrocher. La graine était plantée. La coordinatrice appellerait Samuel ou Victoria pour poser des questions sur la femme qui avait appelé à propos de la facturation. Il devrait s'expliquer. Il devrait répondre à une question qui ne devrait pas exister si l'histoire de Samuel sur ma mort était vraie. J'ai passé le deuxième appel le vendredi matin, à Morrison & Wells. La réceptionniste a répondu avec une efficacité bien rodée, et j'ai demandé à parler à Samuel Thornton concernant des mises à jour sur les prestations d'assurance du conjoint. Bien sûr. Puis-je demander qui appelle? Allez Thornton, sa femme. Une autre pause, celle-ci plus courte, mais lourde d'incertitude. Laissez-moi vous transférer à son poste. Le téléphone a sonné 4 fois avant de passer à la messagerie vocale. J'ai laissé un bref message, sur le même ton agréable, demandant à Samuel de me rappeler au sujet de documents d'assurance qui nécessitaient sa signature. Puis j'ai rappelé et demandé à la réceptionniste de lui laisser également une note, juste pour m'assurer qu'il reçoive le message. Je m'assurerai qu'il reçoive ceci, a-t-elle dit. Juste pour confirmer, vous avez dit que vous êtes sa femme. Oui, c'est exact. Allez Thornton. Il devrait avoir mon numéro dans ses contacts. Je pouvais l'entendre taper, ajoutant probablement une note à leur système de messagerie. Cela resterait dans sa boîte de réception, signalé comme important, nécessitant une explication à quiconque le verrait. La réceptionniste en parlerait à des collègues. Les gens poseraient des questions. La fiction que Samuel avait construite commencerait à se fissurer. Le troisième appel a été pour le bureau de la famille de Victoria. Le numéro que j'avais trouvé était listé sur le profil LinkedIn du greffier du juge Ashford. Une jeune femme a répondu, la voix vive et efficace. Bureau de la famille Ashford, ici Jennifer. Bonjour Jennifer, c'est Alley Thornton. J'appelle au sujet du plan de table pour le mariage de ce samedi. Je voulais confirmer où la femme de Samuel devrait être assise pendant la cérémonie. Cette pause fut la plus longue de toutes. Je suis désolé. Je pense qu'il y a peut-être une confusion. Le plan de table indique que Samuel Thornton est un invité seul, assis avec le groupe du marié. Êtes-vous une accompagnatrice qui a été ajoutée tardivement? Non, je suis sa femme. Nous sommes mariés depuis plusieurs années, en fait. Y a-t-il un problème avec le plan de table? Laissez-moi consulter la liste des invités. Pouvez-vous épeler votre nom de famille? Je l'ai éplé soigneusement pendant qu'elle tapait. Le silence qui a suivi m'a dit exactement ce qu'elle trouvait, c'est-à-dire rien du tout. Je ne vois pas votre nom sur la liste des invités, a dit Jennifer, son professionnalisme se fissurant légèrement pour laisser place à la confusion. Et les informations que nous avons indiquent que Samuel n'est pas marié. Êtes-vous certaine d'avoir le bon mariage? Samuel Thornton et Victoria Ashford, ce samedi à Riverside Manor. C'est bien de ce mariage dont je parle. Oui, c'est exact. Mais je pense vraiment qu'il y a eu une erreur. Laissez-moi prendre vos coordonnées et je demanderai à quelqu'un de la famille de vous contacter pour clarifier. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et mon adresse email, je l'ai remercié pour son aide et j'ai mis fin à l'appel. 3 appels, 3 sources différentes de confusion, tout atterrissant dans le monde de Samuel dans les 72 heures précédant son mariage. Chacun nécessitait une explication. Chacun soulevait des questions qui n'avaient pas de bonne réponse. J'ai passé 2 autres appels cet après-midi-là. Un eau fleuriste listé dans les publications Instagram de Victoria, pour poser des questions sur les arrangements de livraison et mentionner que j'étais la femme de Samuel. Un à ce qui semblait être la camarade de chambre de Victoria à l'université, d'après les tags des réseaux sociaux, laissant un message vocal la félicitant d'être dans le cortège nuptial et me présentant comme quelqu'un qui avait hâte de la rencontrer à la cérémonie. Chaque appel était bref, professionnel et délibérément déroutant. Je ne mentais pas sur qui j'étais. J'existais simplement dans des espaces où Samuel m'avait déclaré inexistante, disant la vérité dans un récit entièrement construit sur la fiction. Les appels allaient générer des conversations. Les gens en parleraient à d'autres personnes. La confusion se propagerait comme des ondes dans l'eau, atteignant Samuel de multiples directions à la fois. Je savais, après 3 ans de mariage, que Samuel était quelqu'un qui avait besoin de contrôler chaque détail de son image. Il gérait sa présence sur les réseaux sociaux comme d'autres gèrent des portefeuilles d'investissement. Il organisait soigneusement chaque interaction, chaque photo,
chaque déclaration publique. Ces petites perturbations créeraient une anxiété qu'il ne pourrait pas entièrement gérer, car y faire face nécessitait soit de maintenir le mensonge, soit d'admettre la vérité. Et aucune de ces options ne lui donnait le contrôle qu'il désirait tant. Le samedi matin est arrivé, frais et clair, le genre de journée d'octobre que les photographes adorent pour les cérémonies en plein air. Je me suis levé tôt et je me suis habillé avec soin, dans la robe bleu marine que j'avais initialement prévu de porter à la remise de diplôme de Samuel, celle que j'avais fait nettoyer à sec pour une occasion à laquelle je n'ai jamais été autorisé à assister. J'ai appliqué un maquillage minimal et j'ai attaché mes cheveux en une coiffure simple. Je voulais avoir l'air présentable mais discrète, comme quelqu'un qui a sa place dans des espaces professionnels sans attirer une attention inutile. J'ai conduit jusqu'à Riverside Manor lentement, en empruntant des routes secondaires à travers des quartiers où les feuilles d'automne créaient des auvents d'or et de rouge au-dessus de ma tête. Le domaine est apparu au bout d'une longue allée bordée de chênes. Le bâtiment principal, un manoir victorien restauré, était entouré de jardins qui semblaient nécessiter un personnel à plein temps pour leur entretien. Des ouvriers étaient déjà en train de s'installer quand je suis arrivé à 9 h du matin. Des chaises blanches disposées en rangée parfaite sur la pelouse. Des arrangements floraux étaient positionnés près d'une arche où Samuel se tiendrait dans quelques heures. Un quatuor à cordes installait ses instruments et ses pupitres. Des camionnettes de traiteurs étaient garées derrière le bâtiment. Des membres du personnel en uniforme noir et blanc transportaient du matériel par les entrées de service. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, dans un petit parking public qui desservait un sentier de randonnée, positionnant ma voiture de manière à avoir une vue dégagée sur l'entrée principale, mais en restant assez loin pour ne pas être remarqué. Je me suis installé sur mon siège avec une bouteille d'eau et le livre que j'avais apporté pour la forme, bien que je n'ai aucune intention de lire. Les invités ont commencé à arriver vers 11 h 30. Des voitures de luxe s'arrêtaient au service de voituriers. Des femmes en robes élégantes et des hommes en costume sur mesure. Des bises et des salutations qui fusaient à travers la pelouse. J'ai vu les parents de Victoria arriver dans une berline noire. Tous deux ont été immédiatement entourés de personnes voulant leur serrer la main et leur offrir leurs félicitations. J'ai vu les associés du cabinet d'avocats de Samuel arriver ensemble. 3 hommes d'âge mûr et 2 femmes qui semblaient sortir d'une brochure de recrutement pour le succès. À midi, Victoria est arrivée dans une limousine blanche, entourée de ses demoiselles d'honneur en robe rose pâle. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir à quel point elle était magnifique, à quel point elle s'intégrait parfaitement dans ce monde de pelouse manucurée et de lustres en cristal. C'était la femme que Samuel avait choisi de garder vivante dans son récit, celle dont l'existence le mettait en valeur plutôt que de l'embarrasser. Samuel est arrivé 15 minutes plus tard, et le voir après 8 mois était plus étrange que je ne l'avais prévu. Il avait l'air prospère et confiant, portant un smoking qui lui allait parfaitement, serrant des mains et riant avec des garçons d'honneur que je ne reconnaissais pas. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais récuré de sol ni compté sa monnaie pour faire les courses. Quelqu'un qui avait toujours appartenu à des espaces comme celui-ci. J'ai vérifié mon téléphone. Pas encore d'appel, mais ça allait bientôt changer. Le mariage devait commencer à 13 h, ce qui signifiait que les gens se rassemblaient, vérifiaient leur téléphone, prenaient des dispositions de dernière minute. La coordinatrice finaliserait les détails. La réceptionniste de Morrison & Wells pourrait assister en tant qu'invitée. Jennifer, du bureau de la famille de Victoria, serait certainement là pour gérer la logistique. La confusion que j'avais semée était sur le point de s'épanouir en quelque chose de plus grand, quelque chose que Samuel ne pourrait ni contrôler ni contenir. Et j'allais observer tout cela se dérouler, de l'autre côté de la rue. La femme morte, ressuscitant juste assez pour fissurer les fondations du magnifique mensonge qu'il avait construit. Je me suis enfoncé dans mon siège et j'ai attendu que la vérité arrive, comme une invitée non désirée à un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. À 12 h 45, les invités ont commencé à prendre place. Le quatuor à cordes est passé de l'échauffement à la musique de cérémonie. Quelque chose de classique qui flottait sur la pelouse et m'atteignait même de l'autre côté de la rue. Samuel est apparu par une entrée latérale du manoir et s'est dirigé vers l'hôtel avec ses garçons d'honneur, tous vêtus de smoking et de boutonnières assorties. Il avait l'air calme et posé. L'avocat prospère en tout point, sur le point d'épouser une des familles juridiques les plus en vue de l'État. Je l'ai regardé prendre sa place sous l'arche florale, vérifiant sa montre et échangeant quelques mots avec l'officiant. Les invités se sont installés sur leurs chaises blanches, les programmes bruissants, les téléphones étant mis en sourdine. Tout se déroulait exactement comme prévu. Une cérémonie parfaite pour un couple parfait, construite sur un mensonge parfait.
Puis le téléphone de Samuel a sonné. Même depuis ma position de l'autre côté de la rue, je l'ai vu se raidir. Il a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti son téléphone, jetant un coup d'œil à l'écran avec une expression qui a commencé par de l'irritation. Il a refusé l'appel et a remis le téléphone dans sa poche, disant quelque chose au garçon d'honneur à côté de lui qui ressemblait à des excuses pour l'interruption. 30 secondes plus tard, il a de nouveau sonné. Cette fois, le froncement de sourcils de Samuel s'est accentué. Il a de nouveau sorti le téléphone, a fixé l'écran plus longtemps, et j'ai vu sa mâchoire se contracter d'une manière que je reconnaissais après 3 ans de mariage. C'était son tic quand quelque chose n'allait pas, mais qu'il essayait de garder le contrôle. Il a de nouveau refusé l'appel, mais son sang-froid s'était fissuré. Le téléphone a sonné une 3e fois avant qu'il ne puisse le ranger. Samuel s'est reculé de sa position à l'hôtel, levant un doigt vers l'officiant dans un geste qui demandait un instant. Il a répondu à l'appel, pressant le téléphone contre son oreille tandis que sa main libre se posait sur sa hanche. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais je pouvais lire son langage corporel. La façon dont ses épaules se sont courbées, le geste brusque qu'il a fait avec sa main, la tension croissante dans sa posture, alors que l'explication qu'il essayait de donner ne satisfaisait clairement pas la personne à l'autre bout du fil. Les invités des premiers rangs ont commencé à se tourner sur leur siège, chuchotant entre eux. L'officiant semblait incertain, ne sachant s'il devait attendre ou essayer de continuer. L'un des garçons d'honneur s'est approché de Samuel et a dit quelque chose, mais Samuel l'a repoussé d'un geste de la main sans retirer le téléphone de son oreille. Puis j'ai vu la mère de Victoria se lever de son siège au premier rang. Catherine Ashford avait son propre téléphone collé à l'oreille, et son expression était passée de celle d'une matriarche posée à celle de quelqu'un gérant une crise inattendue. Elle s'est dirigée rapidement vers la zone de l'hôtel, sa robe élégante n'étant pas tout à fait adaptée à sa vitesse de marche. Elle a atteint Samuel juste au moment où il terminait son appel, et elle a immédiatement commencé à lui parler en désignant son propre téléphone. J'ai regardé Samuel secouer la tête, le regardant essayer d'expliquer quelque chose, mais l'expression de Catherine passait de confuse à méfiante. Elle continuait de pointer son téléphone, sa voix portant à travers la pelouse en fragments que je ne pouvais pas entièrement distinguer, mais dont le ton exigeait sans équivoque des réponses. D'autres invités vérifiaient leur téléphone maintenant. Je pouvais voir l'effet d'entraînement se propager à travers les rangées de chaises blanches, alors que les gens sortaient leurs appareils, regardaient leurs écrans, puis se regardaient les uns les autres avec des expressions confuses. La coordinatrice du mariage est apparue de quelque part derrière le manoir, courant presque à travers la pelouse avec sa tablette serrée dans les 2 mains. Elle a atteint Samuel et Catherine et a essayé de leur montrer quelque chose sur son écran, sa bouche bougeant rapidement dans ce qui ressemblait à une tentative d'expliquer une situation qui n'avait aucun sens. L'un des associés du cabinet d'avocats de Samuel s'est levé de son siège. Un homme que je reconnaissais de LinkedIn comme étant Richard Morrison, l'un des partenaires fondateurs de Morrison & Wells. Il s'est dirigé vers l'avant avec la démarche délibérée de quelqu'un habitué à prendre les choses en main en situation de crise. Quand il a atteint le groupe grandissant de personnes près de l'hôtel, il a sorti son propre téléphone et a montré quelque chose à Samuel sur l'écran. Le visage de Samuel était passé d'irrité à véritablement paniqué maintenant. Il a passé une main dans ses cheveux, défaisant la coiffure soignée. Il parlait rapidement, gesticulant avec les 2 mains, essayant d'expliquer quelque chose à plusieurs personnes à la fois. Mais quoi qu'ils disent, cela ne résolvait clairement pas la confusion, car de plus en plus de gens s'approchaient avec des téléphones et des questions. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Le silence soudain rendait le chaos à l'hôtel encore plus perceptible. Les invités étaient maintenant debout, tendant le cou pour voir ce qui se passait, chuchotant des spéculations qui devenaient de plus en plus fortes à mesure que le retard se prolongeait. Puis j'ai vu Victoria. Elle est sortie du manoir dans sa robe de mariée, entourée de ses demoiselles d'honneur dans leur robe rose pâle. Elle était censée attendre son signal musical avant de faire son entrée. Mais quelque chose avait clairement mal tourné avec le timing. Elle a fait 3 pas sur la pelouse avant de sembler réaliser que la cérémonie n'avait pas commencé, que quelque chose n'allait pas du tout à l'hôtel, où son futur marié aurait dû l'attendre calmement. Victoria a relevé sa robe et s'est dirigée rapidement vers le groupe de personnes près de l'arche, son visage passant de la joie nuptiale à la confusion, puis à quelque chose de plus dur. En se rapprochant, je l'ai vu atteindre Samuel, lui saisir le bras et le tirer légèrement à l'écart des autres. Ils se sont tenus face à face, et même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir l'intensité de la conversation qui se déroulait. Samuel essayait de la calmer, ses mains faisant des gestes apaisants. Mais Victoria ne se laissait pas faire.
Elle a reculé d'un pas, une main se portant à sa bouche dans un geste qui ressemblait à un choc. Sa mère s'est immédiatement placée à ses côtés, et maintenant Samuel était entouré des deux femmes les plus importantes de sa vie fabriquée. Toutes deux exigeant clairement des réponses qu'il ne pouvait pas fournir sans tout détruire. Le juge Ashford s'est levé de son siège au premier rang, son expression grave. Il s'est approché du groupe à l'hôtel avec le pas mesuré de quelqu'un qui avait présidé d'innombrables salles d'audience et savait comment projeter l'autorité, même dans le chaos. Quand il a atteint Samuel, il a dit quelque chose de bref, et j'ai vu le visage de Samuel perdre toute couleur. D'autres téléphones sonnaient maintenant. D'autres invités vérifiaient leurs messages. La coordinatrice du mariage tapait frénétiquement sur sa tablette, essayant probablement de joindre d'autres fournisseurs ou de contacter quelqu'un qui pourrait expliquer ce qui se passait. Les associés du cabinet d'avocats de Samuel s'étaient rassemblés en un petit groupe, parlant entre eux et jetant des regards vers l'hôtel avec des expressions allant de l'inquiétude à la suspicion professionnelle. La main de Victoria était tombée de sa bouche à son côté, et elle fixait Samuel avec une expression que je reconnaissais pour l'avoir moi-même vécue. C'était le regard de quelqu'un qui voit une personne qu'elle pensait connaître se transformer en un étranger. Sa mère avait un bras autour de ses épaules, mais Victoria semblait à peine consciente de ce soutien. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. 10 minutes s'étaient écoulées depuis le début prévu de la cérémonie. 10 minutes pendant lesquelles le monde soigneusement construit de Samuel s'effondrait sous le poids de la simple vérité. La femme morte appelant pour la facturation. La femme morte se renseignant sur les prestations d'assurance. La femme morte demandant des informations sur le plan de table. Chaque appel était une petite bombe détonnant dans sa fiction, créant une confusion qui se multipliait et se propageait jusqu'à ne plus pouvoir être contenue ou expliquée. Samuel a de nouveau sorti son téléphone et semblait maintenant passer un appel lui-même. Probablement en essayant de me joindre, en essayant de comprendre comment arrêter ce qui était déjà en marche. Mais j'avais éteint mon téléphone des heures auparavant. Il n'y avait rien qu'il puisse dire pour arranger les choses. Le juge Ashford parlait maintenant à l'officiant, et je pouvais lire assez clairement le langage corporel. La cérémonie était retardée indéfiniment. Le juge s'est tourné pour s'adresser aux invités assemblés, sa voix portant avec la projection de quelqu'un entraîné à capter l'attention d'une salle d'audience. Je ne pouvais pas entendre les mots exacts, mais je pouvais voir la réaction. Les invités se levant, confus, des conversations éclatant, les gens commençant à rassembler leurs affaires ou à se diriger vers l'entrée du manoir. Les demoiselles d'honneur de Victoria l'avaient entouré dans un groupe protecteur, et je l'ai vu se détourner de Samuel et retourner vers le manoir avec sa mère et ses suivantes, formant une barrière entre elle et l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. Samuel a essayé de la suivre, mais le juge Ashford a posé une main sur son épaule, l'arrêtant. Les deux hommes sont restés là, ayant ce qui ressemblait à une conversation très sérieuse, tandis que le mariage se dissolvait autour d'eux. J'en avais assez vu. La vérité avait fait son œuvre, créant exactement le genre de chaos qui ne pouvait être aplani avec des explications ou des excuses. Samuel devrait maintenant choisir entre admettre qu'il avait menti sur ma mort, ou construire des mensonges encore plus élaborés pour couvrir les premiers. L'un ou l'autre choix lui coûterait quelque chose de significatif, sa crédibilité, sa relation avec Victoria, sa position au sein du cabinet d'avocats qu'il avait promu sur la base d'une évaluation de caractère construite sur une fiction. J'ai démarré ma voiture et je suis sorti lentement du parking. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir la scène continuer à se dérouler. Des invités affluant vers leur voiture ou se regroupant en groupes confus. La coordinatrice du mariage, seule près de l'arche, fixant sa tablette comme si elle pouvait contenir des réponses. Samuel, toujours en conversation avec le juge Ashford, ses gestes devenant de plus en plus désespérés. Le fantôme qu'il avait tenté de créer avait parlé d'outre-tombe, la tombe qu'il avait creusée. Et le message était d'une simplicité dévastatrice. Je suis toujours là. J'existe. Et les mensonges, aussi soigneusement construits ou largement crus soient-ils, finissent par entrer en collision avec la vérité, d'une manière qui ne peut être ni gérée ni contrôlée. Je suis rentré en ville lentement, en prenant la route panoramique à travers des quartiers où les familles passaient des samedis après-midi normaux. Des enfants jouant dans les jardins, des gens lavant leurs voitures, des couples promenant leurs chiens. La vie ordinaire qui continuait pour des gens dont les mondes ne venaient pas de s'effondrer sous le poids d'une tromperie fondamentale. Mon téléphone est resté éteint dans mon sac à main. Je n'avais pas besoin d'entendre les explications ou les excuses de Samuel. Je n'avais pas besoin d'être témoin direct des conséquences. J'avais fait ce que j'étais venu faire, ce qui n'était pas de le détruire, mais simplement de cesser d'être morte, d'exister assez fort,
aux bons endroits et au bon moment, pour que sa fiction ne puisse plus tenir. La vengeance dont j'avais besoin n'était ni la violence ni une confrontation dramatique. C'était juste ça, la vérité, déployée avec précision, laissée à se propager dans son monde comme des fissures dans la glace. Ce qui se passerait ensuite ne me concernait pas. J'avais servi mon dernier avertissement. La serveuse qu'il avait rejetée comme étant indigne de son ambition s'était avérée capable de lui servir une dernière chose qu'il ne pouvait ni renvoyer ni ignorer. J'étais vivante, gênante, invendable, complètement réelle, et cela, finalement, suffisait. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans le trafic du samedi après-midi, le soleil d'automne filtrant à travers les arbres qui bordaient l'autoroute de teintes cuivrées et dorées. Mes mains étaient stables sur le volant, ma respiration calme et régulière. Il n'y avait pas de montée d'adrénaline, pas de sentiment de triomphe parcourant mes veines, juste ce sentiment tranquille d'achèvement, comme fermer un livre après avoir lu la dernière page et le poser soigneusement sur l'étagère où il appartient. Quand je suis arrivé à mon studio, j'ai monté les escaliers étroits et j'ai déverrouillé la porte pour trouver tout exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Le fauteuil de lecture près de la fenêtre, les plantes sur le rebord captant la lumière de l'après-midi, la petite table avec sa serviette pliée sous un pied. Mon espace, mon sanctuaire. Intact par le chaos que j'avais créé à 30 miles de là, dans un domaine que je ne visiterai plus jamais. J'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre, observant la rue en contrebas, où la vie normale continuait ses schémas normaux. Une mère poussait une poussette devant la librairie. Deux adolescents étaient assis sur le banc de l'arrêt de bus, partageant des écouteurs et riant de quelque chose sur un téléphone. Un homme âgé promenait son chien, s'arrêtant patiemment tandis que l'animal inspectait chaque arbre et chaque lampadaire. Le monde continuait de tourner, indifférent au petit tremblement de terre que j'avais déclenché dans la réalité soigneusement construite de Samuel Thornton. Mon téléphone est resté éteint pour le reste du week-end. Je n'avais pas besoin de savoir ce qui s'était passé après mon départ. Je n'avais pas besoin des explications de Samuel, de ses excuses, ou de ses tentatives de présenter la situation d'une manière qu'il pourrait contrôler. La vérité avait été déployée, et la vérité a son propre élan une fois libérée dans le monde. Le dimanche, j'ai travaillé mon service habituel au Riverside Dîner. Maria a haussé un sourcil quand je suis entré, étudiant mon visage avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui me connaissait depuis 6 ans et pouvait lire mes humeurs comme des bulletins météo. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit pendant que nous préparions le poste de café avant le rush du matin. « Il s'est passé quelque chose ? » Je me suis occupé de quelque chose que je devais gérer, ai-je répondu en remplissant la cafetière industrielle de Marc. C'est tout. Elle a hoché la tête lentement, ne demandant rien de plus mais comprenant, comme le font les bons amis. Nous avons travaillé notre service dans un rythme confortable, remplissant les tasses, débarrassant les assiettes et échangeant le genre de conversation facile qui vient du travail partagé et du respect mutuel. Le lundi matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 17 appels manqués de Samuel. Une douzaine de SMS qui passaient de la confusion à la colère, puis à la supplication. 3 messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. J'ai bloqué son numéro et j'ai continué ma journée comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Car dans l'architecture de ma propre vie, rien n'avait changé, sauf le poids que je ne portais plus. Le mardi après-midi, Emma a appelé alors que je réorganisais le placard de rangement du dîner pendant ma pause. Alors, j'ai entendu des rumeurs intéressantes, a-t-elle dit sans préambule, à propos d'un certain mariage qui a apparemment mal tourné ce week-end. Ah bon ? Ai-je dit en déplaçant des boîtes de conserve de sauce tomate sur une étagère plus haute. Mon amie Jennifer travaille comme parajuriste chez Whitman & Cross. Elle était invitée au mariage Thornton-Ashford parce que son patron travaille avec le juge Ashford. Elle a dit que c'était la cérémonie la plus gênante à laquelle elle ait jamais assisté. Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à organiser les boîtes de conserve pendant qu'Emma continuait. Apparemment, ça a été retardé de près d'une demi-heure parce que le marié recevait des appels et des messages à propos de sa femme morte, qui s'est avérée ne pas être si morte que ça. Jennifer a dit que Victoria était en larmes. Le juge avait l'air prêt à tout annuler, et la moitié des invités étaient sur leur téléphone à essayer de comprendre ce qui se passait. Ça a l'air compliqué, ai-je offert, neutrement. La cérémonie a finalement eu lieu, mais Jennifer a dit que la réception était tendue, comme si tout le monde faisait semblant que tout allait bien alors que, de toute évidence, rien n'allait. Et maintenant, les gens en parlent. Les cabinets d'avocats adorent les ragots, et une histoire sur quelqu'un qui simule la mort de son conjoint pour obtenir de la sympathie, c'est exactement le genre de choses qui se propagent.
Emma a fait une pause, et je pouvais entendre la question qu'elle ne posait pas tout à fait. J'apprécie que tu me tiennes au courant, ai-je dit. Mais je ne suis pas vraiment intéressé par le suivi de tout ça. Ce qui se passe dans le monde de Samuel ne me concerne plus. C'est juste, a dit Emma. Je pensais juste que tu devais savoir que, quoi que tu aies fait, ça a marché. Les gens posent des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Après que nous ayons raccroché, j'ai fini d'organiser le placard et je suis retourné à mon service. L'information qu'Emma a partagée s'est installée dans ma conscience sans générer d'émotion particulière. Le monde de Samuel se fissurait de la manière que je savais qu'il le ferait, une fois que la vérité aurait pénétré ses fondations. Ce qui se passerait ensuite était entre lui et les personnes qui l'avaient trompé, dont aucune n'était de ma responsabilité de protéger ou d'informer. Les semaines qui ont suivi sont tombées dans les schémas familiers de ma vie reconstruite. Les services du matin au dîner, les promenades de l'après-midi dans mon quartier, les soirées dans mon appartement à lire ou à cuisiner des repas simples qui ne plaisaient qu'à moi et ne nécessitaient l'approbation de personne d'autre. J'étais revenu au rythme qui me soutenait, et je le trouvais à la fois suffisant et satisfaisant, d'une manière qui me surprenait. 3 jours après le mariage, Emma m'a transféré une capture d'écran des réseaux sociaux sans commentaire supplémentaire. L'image montrait Samuel et Victoria à ce qui semblait être leur réception. Tous deux vêtus de tenue de mariage et souriant pour la caméra. Mais même à travers la photo filtrée et retouchée, quelque chose n'allait pas. Les sourires étaient trop crispés. Les yeux de Victoria ne contenaient aucune chaleur. La main de Samuel sur sa taille ressemblait plus à une obligation qu'à de l'affection. La publication avait été partagée par quelqu'un que je ne connaissais pas, un des cousins de Victoria. D'après les informations du profil, la légende posait une question qui avait généré une discussion importante dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi quelqu'un mentirait-il sur la mort d'un conjoint? Qu'est-ce que cela dit de son caractère et de son intégrité? Les commentaires étaient partagés. Certains défendaient Samuel, suggérant qu'il avait été victime d'une mauvaise blague malveillante de la part d'une ex instable. D'autres exprimaient des doutes sur son honnêteté et se demandaient si l'on pouvait faire confiance professionnellement à quelqu'un capable d'un tel niveau de tromperie. Quelques-uns ont souligné que plusieurs sources avaient reçu des appels et des messages de sa femme prétendument morte, ce qui semblait plus coordonné qu'une simple farce. J'ai enregistré la capture d'écran dans un dossier sur mon téléphone, puis j'ai fermé l'application. La mythologie que Samuel avait si soigneusement construite se fissurait, et la lumière du jour pénétrait dans les fissures. Ce qui poussait dans ces fissures ne me concernait pas. J'avais simplement planté la vérité dans un sol qui avait été cultivé avec des mensonges, et la nature suivrait son cours à partir de là. Les mois qui ont suivi ont apporté des changements dans ma propre vie, qui n'avaient rien à voir avec Samuel ou son récit qui s'effilochait. En février, Franck m'a appelé dans son bureau au dîner et m'a offert une promotion au poste de directrice adjointe. Le poste s'accompagnait de responsabilités accrues, d'un meilleur salaire et d'horaires réguliers qui me permettraient d'avoir de vrais week-ends de congé pour la première fois depuis des années. Tu l'as mérité, a dit Franck, dans son style habituellement bref. Tu es ponctuel, tu travailles dur, tu traites les gens avec respect. Ça compte plus que des diplômes prestigieux. Maria a organisé une petite fête dans la salle de pause, apportant un gâteau de l'épicerie dont Joe s'est plaint tout en mangeant 2 généreuses parts. Devon a créé une carte que tout le monde a signée, avec des messages d'appréciation, de respect, et sur à quel point ils appréciaient de travailler avec moi. Ces personnes étaient devenues ma famille au sens le plus vrai, celles qui me voyaient pour qui j'étais vraiment, et qui appréciaient cette personne sans réserve ni condition. La promotion semblait plus significative que n'importe lequel des accomplissements polis de Samuel, car elle était construite sur la réalité plutôt que sur la fiction. Je ne serais pas présenté dans des magazines d'anciens élèves ou célébré à des galas de charité. Mais j'avais gagné le respect sincère de personnes dont l'opinion comptait vraiment pour moi, et cela la rendait plus substantielle que tout ce qui était construit sur une tragédie fabriquée. 6 mois après le mariage qui a failli ne pas avoir lieu, Emma a mentionné, autour d'un café, que son amie Jennifer avait eu des nouvelles de Samuel par le biais du réseau de ragots de la communauté juridique, qui fonctionnait apparemment aussi efficacement que n'importe quel service de presse. Les parents de Victoria ont engagé quelqu'un pour enquêter après les perturbations du mariage, a dit Emma en remuant du sucre dans son café. Ils ont découvert la vérité sur toi, sur la façon dont Samuel avait dit aux gens que tu étais morte, alors que tu étais bien vivante et que tu payais la moitié de son loyer. J'ai siroté mon propre café et j'ai attendu qu'elle continue. Le mariage a eu lieu parce que l'annuler aurait été trop embarrassant pour toutes les personnes impliquées, mais Jennifer dit que tout le monde sait que c'est tendu.
Victoria se sent apparemment trahie à un niveau fondamental, ce qui est logique étant donné que son mari a construit toute leur relation sur un mensonge massif. Ça doit être difficile pour elle, ai-je dit, et je le pensais. Victoria avait été victime de la tromperie de Samuel autant que moi, juste de différentes manières. De plus, Morrison et Wells ont apparemment eu des conversations sérieuses sur le caractère et le jugement de Samuel. Ils ne l'ont pas renvoyé, mais ils ne le font plus avancer rapidement non plus. Le récit du veuf sympathique qui l'a aidé à se faire embaucher a été remplacé par des questions sur son intégrité. J'ai absorbé cette information avec la même attention neutre que j'avais accordée à toutes les mises à jour précédentes. La réputation professionnelle de Samuel se compliquait exactement comme je m'y attendais, une fois que les fondations de mensonges seraient exposées. La vérité, une fois libérée, façonne la réalité d'une manière qu'aucune gestion d'image soignée ne peut contrôler ou rediriger. Est-ce que ça te procure de la satisfaction, a demandé Emma, observant mon visage, sachant qu'il faisait face à des conséquences. J'ai réfléchi attentivement à la question. Ça me semble complet, ai-je finalement dit. Je n'ai pas fait ça pour le punir, ou pour célébrer ses difficultés. Je l'ai fait pour cesser d'être morte, pour exister assez fort pour que sa fiction ne puisse pas tenir. Ce qui lui arrive maintenant, c'est entre lui et les personnes qu'il a trompées. Moi, je vis juste ma vie. Emma a hoché la tête, comprenant d'une manière que seul quelqu'un qui avait été témoin de toute l'histoire pouvait comprendre. Nous avons fini notre café et avons parlé d'autres choses, des choses normales, de la texture d'une vie qui avait dépassé le besoin de vengeance ou de justification. Je suis rentré à pied dans des rues où le printemps commençait à s'affirmer. De nouvelles feuilles sur les arbres, des fleurs poussant à travers la terre dans les jardinières, le monde se renouvelant en cycles qui n'avaient rien à voir avec les drames humains ou les récits construits. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon studio, j'ai déverrouillé la porte, et je suis entré dans l'espace qui était entièrement et authentiquement le mien. La vérité avait fait son œuvre. La façade soigneusement polie de Samuel avait développé des fissures qui ne se répareraient jamais complètement. Et j'avais cessé d'être le fantôme qu'il avait tenté de créer, réclamant mon existence par le simple acte de refuser de rester enterré dans la tombe qu'il avait creusée avec des mensonges. C'était assez. C'était tout. La notification du calendrier est apparue sur mon téléphone fin octobre, un an exactement après que Samuel m'ait dit de ne pas venir à sa remise de diplôme. Le rappel disait simplement « anniversaire », car je n'avais jamais pris la peine de le supprimer après le divorce. 6 ans depuis que nous nous étions tenus dans ce palais de justice, avec Maria et Devon comme témoins, croyant que nous commencions quelque chose qui durerait. J'ai fixé la notification un long moment, puis je l'ai rejetée d'un glissement de doigts. Mais la date est restée dans ma conscience tout au long de mon service au dîner, ce marqueur de temps qui mesurait à la fois le chemin que j'avais parcouru, et à quel point ma vie s'était complètement transformée par rapport à ce que j'avais autrefois imaginé. Après le travail, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait une réservation chez Marcelies, un restaurant italien du centre-ville devant lequel j'étais passé d'innombrables fois, mais où je n'étais jamais entré, car les prix affichés sur le menu à l'extérieur étaient plus élevés que ce que je dépensais habituellement pour une semaine de courses. Mais j'avais reçu mon premier salaire en tant que directrice adjointe, et j'ai décidé que cet anniversaire méritait d'être reconnu, non pas comme un deuil pour ce qui avait été perdu, mais comme une célébration de ce que j'avais survécu et reconstruit. L'hôtesse m'a installé à une table près de la fenêtre alors que le soir tombait sur la ville. Le restaurant était élégant d'une manière discrète, avec des nappes blanches, un éclairage doux, et le genre d'atmosphère qui suggérait des occasions spéciales et des célébrations. Je me suis senti brièvement mal à l'aise, assise seule à une table clairement conçue pour des couples ou de petits groupes. Mais j'ai mis ce sentiment de côté. Cette soirée était la mienne, gagnée par la résilience et le travail silencieux de reconstruction d'une vie à partir de matériaux que je pensais détruits. J'ai commandé un vin qui coûtait plus cher au verre que ce que Samuel et moi dépensions pour des bouteilles entières au magasin d'alcool bon marché près de notre ancien appartement. Quand il est arrivé, j'ai levé le verre à la lumière et j'ai regardé comment le rouge profond captait et réfractait la lueur de la bougie sur la table. La première gorgée était riche et complexe, avec des couches de saveurs qui se déployaient sur ma langue d'une manière que le vin bon marché n'atteignait jamais. C'était le goût de la qualité, quand on peut enfin se l'offrir par son propre travail honnête. Le serveur a apporté le plat du chef, un plat de pâtes avec des ingrédients que je n'aurais pas pu prononcer il y a un an, mais que j'avais appris à apprécier par de petits actes de bienveillance envers moi-même. La présentation était magnifique, chaque élément disposé avec un soin qui élevait le repas au-delà de la simple subsistance, pour en faire quelque chose approchant l'art. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée,
me sentant complètement entière d'une manière que je n'avais jamais ressentie, même pendant l'année où Samuel et moi étions mariés. Il n'y avait personne en face de moi pour faire des commentaires méprisants sur mon manque de sophistication ou mes goûts de classe ouvrière. Personne pour mesurer ma valeur par rapport à des gens de meilleure famille ou de milieux plus prestigieux. Personne pour traiter ma présence comme quelque chose à cacher ou dont il fallait s'excuser. Juste moi, seul à une table près de la fenêtre, présente dans ma propre vie, sans excuse, sans honte, et sans la conscience constante de ne pas être à la hauteur des attentes de quelqu'un d'autre. Entre les plats, j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer alors que l'obscurité s'installait complètement sur les rues. Des gens passaient devant la fenêtre du restaurant, en route vers où que leur samedi soir les emmenait. Un couple se tenant la main. Un groupe d'amis riant de quelque chose. Une femme marchant seule, d'un pas assuré, des écouteurs bloquant le monde. Tous vivant leurs propres histoires, faisant face à leurs propres luttes, construisant leur propre version de ce à quoi ressemblait une belle vie. J'ai pensé à Samuel, probablement assis à dîner avec Victoria dans un restaurant tout aussi agréable, peut-être même plus agréable étant donné les ressources de sa famille. Je me suis demandé s'il pensait parfois à cet anniversaire, s'il se souvenait de la date, ou s'il l'avait effacé avec succès, avec toutes les autres preuves de notre mariage. Je me suis demandé si Victoria savait qu'aujourd'hui marquait les 6 ans depuis qu'il avait épousé quelqu'un qu'il déclarerait plus tard mort par commodité. Mais ces pensées sont venues sans le tranchant de la douleur qu'elle portait autrefois. La vie de Samuel était la sienne maintenant, contaminée par des mensonges qu'il devrait gérer indéfiniment, mais plus connectée à la mienne d'aucune manière significative. Quelles que soient les difficultés qu'il rencontrait, elles étaient les conséquences de ses propres choix, et je n'avais aucune obligation de m'en soucier ou de suivre ses luttes. Le serveur a apporté le dessert, un petit chef-d'œuvre de chocolat et de crème qui semblait trop beau pour être mangé, mais qui était encore meilleur qu'il n'en avait l'air. Je l'ai savouré lentement en finissant mon vin, me sentant reconnaissante pour ce moment, ce repas, et cette vie que j'avais construite sur les ruines de ce que je pensais autrefois vouloir. Une compréhension s'est installée en moi alors que j'étais assise là, dans l'élégance tranquille de ce restaurant. Être effacé de l'histoire de quelqu'un ne signifie pas que vous cessez d'exister. Cela signifie seulement que vous existez en dehors des limites de leur récit, libre d'écrire votre propre histoire, en utilisant vos propres mots et votre propre vérité. Samuel avait essayé de me rendre invisible par un effacement systématique qui a culminé avec ma mort fictive. Mais l'effacement ne fonctionne que si vous y coopérez. Si vous acceptez le jugement selon lequel vous ne valez pas la peine d'être rappelé ou reconnu. J'avais refusé de coopérer. Non pas par une confrontation dramatique ou un spectacle public, mais par le simple acte d'exister assez fort, aux bons endroits et au bon moment, pour fissurer les fondations de mensonges qu'il avait construites. La serveuse qu'il avait rejetée comme étant indigne de son attention s'était avérée capable de lui servir une dernière commande qu'il ne pouvait ni refuser ni renvoyer en cuisine. La vérité, livrée avec précision, au moment exact où elle causerait une perturbation maximale à la fiction. J'ai payé l'addition et j'ai laissé un généreux pourboire au serveur qui avait rendu cette soirée spéciale, avec un service attentionné qui ne s'est jamais senti intrusif. En rassemblant mon manteau et mon sac à main, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre assombrie. La femme qui me regardait n'était pas la personne que j'étais il y a un an. Brisée et confuse dans la chambre d'amis d'Emma, essayant de comprendre comment l'amour se transforme en anéantissement. Elle n'était même pas la personne que j'étais il y a 3 ans, se faisant toute petite pour s'adapter aux ambitions de Samuel, tandis que ses propres rêves restaient enfermés. Cette femme était Halle Brennan, directrice adjointe du Riverside Diner, détentrice de modestes accomplissements gagnés par un travail honnête, survivante d'une trahison, qui avait appris qu'être rejeté n'est pas la même chose qu'être méprisable. J'avais des cicatrices de cette expérience, des endroits où la confiance s'était brisée et ne guérirait peut-être jamais complètement. Mais j'avais aussi une clarté sur ma propre valeur, qui venait du fait d'être apprécié par de bonnes personnes qui mesuraient le caractère par les actions, plutôt que par les diplômes ou les relations. Le studio au-dessus de la librairie m'attendait quand je suis rentré à pied dans des rues qui sentaient les feuilles d'automne et la fumée de bois de la cheminée de quelqu'un. J'ai monté les escaliers et j'ai déverrouillé la porte de l'espace qui était entièrement le mien, meublé de pièces que j'avais choisies et payées moi-même. Le fauteuil de lecture où je passais les dimanches soirs avec des livres de la boutique d'en bas. La petite table avec sa serviette pliée sous un pied, qui tenait mon café chaque matin. Les plantes sur le rebord de la fenêtre que j'avais maintenues en vie par des soins constants et de l'attention. Tout dans cet appartement avait un sens, plutôt que de servir d'accessoire dans la vie organisée de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une performance ou une gestion d'image. C'était juste vivre, honnêtement, modestement,
et complètement réellement. La vie que j'avais construite n'était pas glamour ou impressionnante selon les normes que Samuel appréciait. Je ne serais jamais présenté dans des magazines d'anciens élèves ou célébré à des galas de charité, mais elle était solide d'une manière que la fiction ne pourrait jamais l'être, construite sur l'authenticité plutôt que sur une tragédie fabriquée. J'ai préparé du thé et je me suis assise dans mon fauteuil de lecture près de la fenêtre, observant la rue en contrebas, où la soirée continuait selon des schémas qui n'avaient rien à voir avec ma petite histoire personnelle. Un jeune couple est passé en se disputant à propos de quelque chose, leur voix montant jusqu'à ma fenêtre avant de s'estomper au loin. Le propriétaire de la librairie a fermé pour la nuit, vérifiant la porte 2 fois pour s'assurer qu'elle était bien fermée avant de se diriger vers sa voiture garée sur le trottoir. La vie normale, continuant normalement, comme elle l'avait toujours fait et le ferait toujours, indifférente aux drames individuels et aux transformations personnelles. Samuel avait essayé de m'effacer de son histoire, de m'effacer si complètement que je ne deviendrais rien de plus qu'une note de bas de page tragique dans son récit de persévérance et de succès. Mais les histoires ont une façon d'affirmer leur propre logique, exigeant une cohérence interne, punissant ceux qui falsifient les faits fondamentaux. Son histoire serait toujours contaminée par le mensonge en son centre. La femme morte qui s'est avérée être vivante, est capable de perturber son mariage soigneusement planifié avec rien de plus que la vérité, livrée avec précision. Mon histoire était différente. Elle était propre, construite sur la survie et le pouvoir silencieux de continuer à exister, malgré la détermination de quelqu'un d'autre à m'effacer. Ce n'était pas une histoire que les gens raconteraient lors d'événements de réseautage, ou utiliseraient pour générer de la sympathie et des opportunités professionnelles. C'était juste la mienne, honnête et durement gagnée, et suffisante. J'ai levé ma tasse de thé vers mon reflet dans la fenêtre sombre. Un petit toast à la femme que j'étais devenue. Pas le fantôme que Samuel avait essayé de créer, mais quelqu'un de solide, de présent et d'entier. Quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction ou la punition, mais simplement le refus de disparaître. Simplement continuer à exister avec dignité et honnêteté, pendant que les mensonges s'effondrent sous leur propre poids. La soirée s'étendait devant moi sans aucune exigence sur mon temps ou mon attention. Je pouvais lire, cuisiner, ou simplement m'asseoir dans ce fauteuil à regarder les lumières de la ville et me sentir reconnaissante pour cette vie ordinaire et extraordinaire. Demain, je travaillerai mon service au dîner. Je verserai du café, débarrasserai des assiettes et échangerai des conversations faciles avec des gens qui appréciaient ma présence et mes contributions. Je rentrerai à cet appartement, à ces routines, et à cette satisfaction tranquille qui venait de la construction de quelque chose de réel. C'était assez. C'était tout. Le fantôme avait appris à vivre à nouveau, non pas en hantant la personne qui avait essayé de la tuer, mais en revendiquant son propre espace dans le monde, et en refusant d'être autre chose que pleinement, complètement, et fâcheusement vivante. J'ai fini mon thé et j'ai posé la tasse doucement sur la petite table. Dehors, par ma fenêtre, la ville continuait ses rythmes du soir. Et à l'intérieur de ce modeste appartement au-dessus d'une librairie d'occasion, j'étais assise dans mon fauteuil de lecture, me sentant absolument complète, définie non pas par la honte de quelqu'un d'autre ou limitée par les ambitions de quelqu'un d'autre, mais par ma propre résilience et mon propre refus de rester enterré dans une tombe creusée avec des mensonges. L'anniversaire était passé. Le fantôme avait vécu. Et cela, finalement, était toute l'histoire. Si cette histoire de vérité rendant justice vous a captivé du début à la fin, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon passage préféré a été lorsque le téléphone de Samuel a commencé à sonner à l'hôtel, et que sa façade parfaite a commencé à s'effriter en temps réel. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.